bonsoir à tous. Merci d'être venus. Malgré ces grèves de transport, il y a quand même pas mal de monde. On est bien content de vous accueillir ce soir à l'usine Springcourt pour ce débat sur le thème de l'édition et ses modèles économiques que nous co-organisons donc à l'association Fontaine-Olive que je représente et l'association des professionnels de l'édition. L'association des professionnels de l'édition, donc c'est une association qui regroupe les professionnels de l'édition et qui regroupe à peu près une centaine de membres et qui a pour activité essentiellement de faire des tables rondes. Donc on en fait à peu près 5 par an. Voilà, on a un petit site Proédition et puis on nous retrouve sur les réseaux sociaux. Si vous voulez devenir adhérent, c'est à peu de frais parce que c'est 20 € l'année. Voilà. Un modèle économique, qu'est-ce que ça veut dire pour commencer cette rencontre? Alors, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire quelque chose au niveau du secteur d'activité. Donc c'est tout simplement comment fonctionne ce secteur d'activité, quels sont ses rouages, mais c'est aussi le modèle économique des entreprises. Donc c'est une forme de fonctionnement ou d'organisation interne. Et ce qui nous a paru intéressant, peut-être, c'est de poser la question, donc d'inviter 3 éditeurs qui sont à 3 échelles. Alors on pourra débattre de ces notions d'échelle, de petits, moyens ou grands éditeurs, qui veulent peut-être dire quelque chose ou peut-être pas. Mais on pense quand même que les réalités ne sont pas les mêmes aux différents niveaux. On a aussi 3 secteurs éditoriaux et certainement les organisations qui en découlent et les marchés peuvent être différents. Donc c'est un petit peu ces thématiques-là générales qu'on voulait interroger et voir si finalement il y avait un seul modèle économique de l'édition ou si chacun réinvente au quotidien son propre modèle d'organisation et de développement. Voilà. Évidemment, on voulait aussi reparler évidemment du modèle économique, de la spécificité de ces modèles économiques des industries culturelles. On posera la question tout à l'heure à Françoise Benamou. Mais auparavant, on va demander à nos 3 intervenants de faire une courte présentation peut-être de votre parcours personnel et professionnel dans l'édition, comment peut-être vous êtes tombé en édition pour vous connaître un petit peu mieux en préambule de cette rencontre. Bonsoir, Bruno Doucet. Donc moi je dirige une maison d'édition exclusivement vouée à la poésie contemporaine, dont je parlerai tout à l'heure. Alors mon parcours est un parcours, j'allais dire en matière d'économie, je suis pas un modèle puisque c'est un parcours un peu atypique. J'ai d'abord été enseignant à mi-temps parce que je partageais mon temps entre l'enseignement et l'écriture personnelle. Cette écriture personnelle m'a amené sur la voie de l'édition scolaire et parascolaire. Après avoir publié un ouvrage qui a eu un succès un peu inouï. C'est une histoire qui a duré une 12aine d'années et puis j'ai décidé de changer complètement de secteur d'activité. Donc j'ai quitté l'éducation nationale à l'âge de 40 ans. J'ai mis un terme au contrat que je pouvais avoir dans le domaine scolaire et parascolaire. Et pour me consacrer exclusivement à l'écriture personnelle. Et cette bascule m'a entraîné dans une aventure que je n'avais pas prévue au départ, puisqu'on m'a proposé de prendre la direction des éditions Segers au début des années 2000, maison d'édition qu'il s'agissait de relancer après 2 décennies de mise en sommeil. J'ai dirigé les éditions Segers pendant 8 ans. Donc là, j'ai travaillé au sein d'un groupe, bien sûr. Et puis, des circonstances m'ont amené à créer ma propre maison d'édition. Donc une maison d'édition indépendante. Donc comme je le disais, entièrement vouée à la poésie, en création en 2010. Donc elle a 4 ans. 4 ans aujourd'hui. Et je continue à partager mon temps entre 2 activités, c'est-à-dire l'écriture personnelle, poésie, roman, essai, et l'édition. Voilà. D'accord, moi je suis arrivé dans l'édition par hasard en 1980, aux éditions François Maspero, parce que je m'occupais d'une collection de livres consacrés aux questions anti-impérialistes à l'époque. Et bon, bref, Maspero voulait presque arrêter, donc on l'avait convaincu de continuer. On lui a demandé combien de l'aider, ce que j'ai venu faire provisoirement. Après, il m'a demandé de rester.
pour l'aider. J'ai dit oui. Après, il m'a donné la direction de sa maison et après, il est parti et il m'a donné ses actions. Et voilà. Et je me suis retrouvé à la tête de cette maison en 82 par le plus grand des hasards, alors que je ne connaissais rien ni à l'édition, ni à... J'étais économiste avant, ni à l'entreprise, ni... Bon, bref. Et la maison n'était pas dans une santé très florissante. Donc là, voilà, on est devenu les éditions La Découverte en 83. Et puis finalement, elles sont toujours là aujourd'hui, quoi. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a eu des hauts, des bas, on a eu des succès, des échecs, comme tout le monde. En fait, on a publié, à l'époque, on publiait encore de la littérature. Après, à partir des années 90, on a cessé de publier de la littérature, je pourrais dire pourquoi. Et on ne publie aujourd'hui plus que de la non-fiction, comme on dit, c'est-à-dire des sciences humaines d'un côté et sociales, et de l'autre, des essais et documents. Voilà. Et donc la Découverte est rentrée a été rachetée, parce qu'à la fin des années 90, là ça allait vraiment pas bien du tout. Et on a pu être racheté par le groupe qui s'appelait Havas à l'époque, après qui est devenu Vivendi Universal Publishing, un truc de la période de Monsieur Messier, et qui est devenu ensuite Editis, qui lui-même a été acheté, revendu, enfin bon bref. Mais en tout cas, la Découverte a toujours gardé son autonomie éditoriale là-dedans, et c'est ça qui a permis de continuer jusqu'à aujourd'hui, et qui a fait que j'ai pu passer la direction de la maison, moi, étant officiellement retraité, mais toujours directeur de collection, mais un de mes anciens éditeurs qui dirige maintenant la maison. Donc voilà, grosso modo. Et par ailleurs, tout au long de ces années-là aussi, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu pas mal de fonctions dans ce qu'on appelle l'interprofession du livre, au syndicat de l'édition, et dans différentes structures qui réunissent des professionnels de la chaîne du livre. Voilà. Je vais commencer par le principal, je suis auteur à La Découverte. Voilà. Bon, et mis à part donc, le principal, donc le secondaire, je suis professeur d'économie à Paris 13, Villetaneuse, et aujourd'hui membre du collège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Autrement dit, la régulation de l'Internet et de la téléphonie fixe et mobile. Et puis je suis spécialiste d'économie de la culture et des médias sur lesquels j'écris régulièrement. Bonjour, donc, je m'appelle Frédéric Lavabre. Moi au départ j'avais une formation direction artistique, donc avec un copain j'avais monté une société qui s'appelait Sarbacane. Et puis quand on est sorti, on a essayé de trouver du boulot, on a fait un peu tout et n'importe quoi, on a fait des t-shirts, on a fait le logo de MSF, on a fait plein de choses différentes. Et puis un jour je suis rentré chez Gallimard par hasard en tant que freelance, et j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelait Pierre Marchand, j'ai travaillé avec lui sur toutes les collections documentaires de la grande époque de Gallimard en documentaire, les racines du savoir, les œufs de la découverte, etc. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc on faisait tout à la main. Moi, j'étais extérieur, j'étais freelance. J'ai pas mal de bouquins avec lui, puis ça m'a plu. Et puis après, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir d'autres maisons d'édition. Et j'ai commencé comme ça, à démarcher. Et puis évidemment, venant de chez Gallimard, moi, je ne me rendais pas trop compte, mais à l'époque. Et puis, du coup, ça m'a ouvert toutes les portes des maisons. Et petit à petit, j'ai développé, je me suis consacré au travail avec les éditeurs. Donc au départ, je travaillais avec les éditeurs. On était 2 graphistes, puis 3, puis 4, puis 5. Je travaillais pour Le Seuil, pour Albin Michel, enfin vraiment pour tout le monde. Et puis on m'a commencé à me dire, ça serait bien si tu pouvais aussi prendre en charge du texte. Bon alors j'ai pris, puis ma société a commencé à grossir, il y avait les éditeurs. Puis on était une quinzaine à un moment, puis on a même été une vingtaine. Et puis au bout de 15 ans, j'en avais un peu marre parce que au début j'étais vachement bon et après j'étais cher. Et donc finalement de bon à cher, je trouvais que j'étais meilleur après qu'avant, mais j'étais devenu très cher. En même temps, les éditeurs étaient plus mes seuls interlocuteurs. J'avais beaucoup de gens, vous avez connu ça, qui étaient souvent des gens de marketing, etc., qui étaient intéressants en même temps. Hein, mais bon, donc ça commençait à devenir difficile, les marchés se tendaient, etc. Et donc j'ai eu envie d'aller sur un autre territoire et j'ai commencé j'ai créé ma maison d'édition en 2001 en fait, mais j'ai sorti mes premiers bouquins en 2003. Et on a commencé à travailler un catalogue, et je suis allé sur un territoire sur lequel j'étais pas en réalité, c'est-à-dire la fiction, parce que pour les éditeurs, je travaillais pour tout ce qui était à la fois visuel, graphique, contenu, documentaire. Je fais des couvertures pour Le Seuil, des livres pour Gallimard en jeunesse, mais je pouvais aussi travailler sur des catalogues pour Albin, voilà, je faisais tout ça, mais je faisais pas de fiction. Et en fait, je suis allé sur la fiction, c'est un domaine qui m'intéressait, parce que je le connaissais pas, justement, et donc pendant des années, c'est pour l'économie du livre aussi que je dis ça, je me suis appuyé en fait sur ma boîte, on appelait ça une boîte de packaging à l'époque, de packaging d'édition. Donc moi pendant des années je me suis pas payé, enfin j'étais payé par notre société, donc je faisais les deux.
Et donc je continuais le matin à aller voir Monsieur Albin, et puis l'après-midi Le Seuil, et puis le soir je travaillais pour une maison d'édition. Et puis je fais ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, je me suis dit bon, mais ça va comme ça suffit. Puis ça devenait un peu compliqué parce que je commençais à devenir un peu visible, hein, et donc un peu concurrent de mes clients. Et donc j'ai vendu cette société-là, mais j'ai commencé à être en autonomie financière en fait. Hein, et donc à partir de là, j'ai vendu cette société-là qui est partie. Et moi je me suis concentré avec mon équipe sur la maison d'édition. Donc, enfin, j'avais 2 équipes en fait. J'avais une équipe pour le packaging et une équipe pour la maison d'édition qui n'était pas la même. Et pendant 7 ans, on a été diffusé par Actes Sud, hein, qui était très bien. C'était une équipe de représentants de premier niveau, etc. Et puis, depuis 3 ans, je suis diffusé et distribué par Flammarion. Donc, j'ai une diffusion nationale, hein, et on fait à peu près 70 livres par an, une vingtaine de BD, une quinzaine de romans ados et jeunes adultes, et puis de la bande dessinée jeunesse et adultes. Voilà. On parlera du modèle économique, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que, outre le fait que je ne me suis pas payé pendant 5 ans sur la maison d'édition, enfin, la maison d'édition m'a pas rémunéré, j'ai aussi, moi, mis beaucoup de mon argent propre, hein, pour permettre le développement du catalogue. J'ai mis des fonds propres, comme on dit. Et aujourd'hui, j'ai une maison d'édition, ça fait 12 ans, donc on attaque notre 12e année à partir de mars, où le catalogue s'est développé qu'à partir de nos fonds propres. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres actionnaires extérieurs que nous-mêmes. Moi, je suis gérant majoritaire, et donc on est à 100% indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas un euro qui est mis par une banque, par quelqu'un d'extérieur, etc. Jusqu'à présent. Voilà. Alors, je pense que ce qui serait bien, avant d'engager le débat, c'est peut-être, Françoise Benamou, si vous pouviez nous dire finalement en quoi consiste la spécificité de l'édition, parce que c'est vrai que du modèle économique de l'édition, c'est vrai que quand on en parle à l'extérieur, ça semble toujours tellement curieux. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous cerner ce modèle économique? Les économistes qui travaillent sur l'économie du livre voient à la fois des parentés avec les autres industries culturelles et puis des spécificités. Alors du côté des parentés, je crois que ce qui est très important et peut-être très, très spécifique aux industries culturelles, c'est le fait évident que les biens sont uniques. C'est-à-dire chaque livre différent des autres. Alors ça a l'air trivial, mais c'est absolument essentiel parce qu'il y a plein de conséquences. C'est plein de conséquences d'abord du côté de l'offre. Ça veut dire que être éditeur, c'est sortir plusieurs titres par an et à chaque fois différents, même si on a des politiques d'auteur, etc. Donc à la fois, chaque fois reprendre un risque, et ça c'est très spécifique par rapport à d'autres industries où quand quelque chose marche, on peut le reproduire pendant un certain temps, faire des petites modifications à la marge et puis continuer ainsi son chemin. Et donc cette spécificité du risque est sans doute un des points principaux. Puis une autre spécificité qui est assez liée, c'est l'infinie diversité de l'offre. C'est extrêmement frappant, le nombre de titres disponibles, ça n'existe pas dans d'autres industries, et tout particulièrement pour le livre. Bon, ça existe aussi dans la musique, une autre industrie culturelle, mais c'est vrai que cette infinie diversité, elle est essentielle, elle est fondatrice, elle est paradoxale en même temps, parce que c'est vrai que nous, acheteurs de livres, lecteurs de livres, on est très attachés à la diversité éditoriale, à la disponibilité de fonds gigantesques, et puis en même temps, c'est vrai qu'on fait nos choix souvent sur ensuite des petits sous-ensembles. Donc là, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup, il n'y a pas seulement de l'incertitude du côté de l'offreur, l'incertitude aussi du côté du consommateur, de l'acheteur. Si j'achète un livre, je ne sais jamais, même si j'ai lu 42 critiques dessus, s'il va vraiment me plaire ou pas. Donc c'est aussi quelque chose de très spécifique par rapport à d'autres industries. C'est que une fois que vous savez que vous aimez les yaourts à la mangue, vous allez en racheter jusqu'à ce que vous en lassiez, tandis que vous avez acheté un livre et le prochain sera différent, sauf si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Mais voilà. Et donc ça a plein de conséquences. Enfin, c'est vraiment très déterminant sur les modèles économiques qui peuvent exister. En même temps, je crois que le livre n'est pas, non seulement pas un produit comme un autre, comme on dit toujours, comme on le disait à propos de la loi Langue et encore récemment, mais c'est aussi pas une industrie culturelle comme les autres.
À la fois par son histoire, la plus ancienne, c'est quand même le livre qui véhicule le savoir, et c'est quelque chose de très important, parce qu'on voit ensuite tous les débats, par exemple, sur le libre accès, etc. Et je crois que c'est pas une industrie culturelle comme les autres aussi, si vous comparez par rapport au cinéma, le nombre de titres est beaucoup plus faible dans le cinéma. Et même si on est très attaché à avoir un parc, particulièrement en France, de salles de cinéma importants, dans le livre, c'est sans commune mesure, le nombre de points de vente. Et donc, on est dans une industrie culturelle qui a vraiment des singularités très fortes, par rapport auxquelles elle a construit des modèles qui sont, enfin, je crois, quand même relativement solides. Avec, alors, autre spécificité, je crois, c'est sa structure industrielle, c'est le fait que, bon, nous, en économie, on appelle ça des oligopoles à France, vous avez des très gros groupes, aujourd'hui on en a 3 en France, particulièrement gros, puis à côté de ça, vous avez une constellation de petites et de moyennes entreprises, et c'est vrai que ce qui est très frappant, c'est le nombre d'éditeurs, de maisons d'édition qui peuvent se créer. Et on voit aussi beaucoup de librairies qui se créent alors même que d'autres disparaissent. C'est-à-dire qu'on a une industrie extrêmement vivante. Et ça, je crois aussi que c'est extrêmement important. Alors après, il faut rentrer dans toute la chaîne du livre, qui est là aussi une chaîne très structurée. Je dirais que ce qui frappe, dans le cas de la France, peut-être de l'Allemagne, et pas en Angleterre ou aux États-Unis, c'est qu'on a un marché de libraires. Je crois que le libraire joue un rôle absolument fondamental dans cette structuration de la chaîne du livre, on y reviendra, c'est extrêmement important, et ça explique aussi les inquiétudes, les réticences qu'on peut avoir par rapport au livre numérique dont on parlera sûrement dans le débat. Peut-être le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que dans ces modèles économiques, je disais le rôle structurant du libraire, il y a un rôle structurant aussi des droits de propriété intellectuelle. Mais ça, c'est valable pour toutes les industries culturelles. Qu'ensuite on mette des œuvres à disposition librement, gratuitement, tout ce qu'on veut, d'accord, mais cela dit, le droit d'auteur a un rôle pivot, pas seulement au niveau juridique, pas seulement au niveau de la création pour faire vivre les créateurs, etc., mais dans toute cette chaîne du livre. C'est vrai que c'est le monopole qui est accordé à l'auteur sur son œuvre ou à l'éditeur s'il a cédé ses droits, qui va permettre de faire remonter ensuite la valeur sur l'éditeur, puis sur l'auteur et sur l'ensemble de la chaîne. Donc voilà, quelques spécificités absolument fondamentales. Peut-être. Du coup, ça me donne envie de poser cette question. Selon vous, enfin vous quatre, qu'est-ce qui fait la valeur capitalistique d'une entreprise éditoriale? C'est son fonds, c'est ses éditeurs, c'est son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui fait sa valeur, en fait? Enfin, je vais laisser répondre les éditeurs qui sont bien plus compétents que moi là-dessus, mais c'est clair que c'est son fonds, ses compétences, enfin, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. Alors après, ça dépend comment ce qu'on appelle la valeur. C'est aussi éventuellement son capital immobilier, pourquoi pas. Hein, ça fait partie de la valeur d'une maison d'édition, mais avant tout, c'est son fonds, sa marque. C'est assez marrant. J'étais sur le dossier il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'ai été approché par plein de maisons d'édition, des grosses maisons justement, qui s'intéressaient à Sarbacane. Parce qu'en fait, il y a très peu de maisons d'édition aujourd'hui qui restent jeunesse indépendante. On est pratiquement les seuls de cette taille-là. Il y a Rue du Monde et nous, grosso modo. Puis après, il y a les plus petites. Thierry Magny a été acheté par Actes Sud, Le Rouergue a été acheté il y a longtemps, Helium vient d'être acheté, Autrement a été acheté. En fait, on est quasiment les seuls. Et en fait, pas du tout, c'est pas ça la valeur d'une maison. La valeur d'une maison, c'est ce que vous posez en diffusion. Moi, je pense naïvement, comme vous, mais c'est naïf, hein, que c'est les éditeurs, le catalogue, le fond, les livres. Non, le fond pour un diffuseur, c'est un problème, puisque dans le fond, c'est plutôt du stock qu'il faut payer. Donc, c'est pas une valeur, hein, c'est quelque chose qui... Bon, moi, comment dirais-je, je suis indépendant et malgré tout, j'ai la pression de la distribution tous les ans. Où je renégocie le contrat de distribution, on me dit que j'ai trop de bouquins, qu'il y en a trop, qu'il faut baisser le. Donc c'est plutôt la valeur du fonds, il est plutôt une valeur contraire. Il est de combien de titres aujourd'hui et le nombre de titres parus par an, c'est combien? Nous on a 450 titres actifs à peu près, ce qui est beaucoup par rapport aux peu de titres on les a gardés pratiquement tous. Je serais dans une grosse maison, je pense qu'on aurait beaucoup plus forcé la main pour arrêter la commercialisation de certains. Non, donc, moi je pensais que c'est un effet, la valorisation d'une maison, c'est les éditeurs. Moi je pense d'abord aux gens qui la fondent.
Je ne pense pas que les gens soient interchangeables. Évidemment, les auteurs. Forcément, le patrimonial, quand on s'appelle Gallimard et qu'on a un hôtel particulier dans le 7e, oui, mais c'est assez rare. Et certainement pas. Donc moi, j'étais assez vite. Et la marque, non. La marque, alors la marque, elle existe parce qu'en effet, par exemple pour Sarbacane, on est pratiquement les seuls indépendants aujourd'hui. Et pour une grosse maison qui ferait pas beaucoup de jeunesse ou pas beaucoup de BD, ça peut être un coin d'entrée vis-à-vis des libraires pour entrer sur un marché. Mais c'est tout. Ça n'a pas d'autre valeur que celle-là. Voilà, c'est ma position et c'est assez cynique en fait. Hein. Et en fait, ce que vous pesez en réalité, c'est la diffusion, la distribution, c'est-à-dire le volume de chiffre d'affaires qui va tourner sur le compte bancaire de vos diffuseurs-distributeurs et qui va par ailleurs rémunérer les libraires et l'éditeur. Mais c'est cette valeur-là qui a. D'ailleurs, les négociations, si vous en avez, se passent là-dessus, quoi. Et c'est ce que vous pesez. D'ailleurs, le changement de nom de Maspero, qui avait vraiment une notoriété de marque, n'a pas apparemment semblé plus peser que ça pour... Non, parce qu'il y a quand même une continuité du catalogue, des grandes orientations, même si ça a changé, parce que la période changeait, bien entendu, mais... on a préservé le fond de Maspero, on l'a changé de nom à chaque fois qu'on rééditait, etc. Donc non, ça n'a pas tellement posé de problème parce qu'on a gardé encore la même cohérence d'image auprès du réseau de diffusion. Mais sinon, pour répondre à votre question, si vous parlez de valeur capitalistique, il y a valeur et valeur, hein, parce que la valeur capitalistique, c'est assez simple, hein, je veux dire, ça j'ai participé à plein de discussions, de négociations sur l'estimation de la valeur d'une maison d'édition, mais d'un point de vue capitalistique, si je la rachète, combien je la paye, combien je paye à ses actionnaires, comment vous dire, d'abord c'est la rentabilité qui compte, voilà, si vous faites 0%, que si vous perdez de l'argent, vous ne voulez vraiment pas grand-chose. Si vous êtes à un niveau de rentabilité élevé, donc on voit par exemple pour les grands groupes qui font couramment du 8, 10, 12% de rentabilité, donc là ils sont traités par les racheteurs exactement comme un grand groupe de bagnoles ou de produits alimentaires. Voilà, il y a des ratios de retour sur investissement, de PR, de trucs, de machin, qui font que voilà, ça vaut ça. Les petites et moyennes maisons d'édition, c'est simplement impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur. J'ai vu, moi, les valeurs évoluer depuis 30 ans. Alors, on disait, à un moment donné, dans le temps, on disait une part du chiffre d'affaires. Bon, allez, 1 an. Après 1 an et demi. Après 6 mois. Après 3 mois. Bon, voilà. Alors, nuancé par la rentabilité. Ah bon, tu fais 2%. Bon, alors on va monter à 4 mois. Et puis tes stocks, et puis ci, et puis ça, et puis voilà. Mais finalement, l'image de la maison, la force d'un catalogue d'auteurs, sa cohérence, etc., etc., oui, ça joue. Mais ça joue dans ce qu'on appelle, après, une fois qu'on a fait des calculs soi-disant scientifiques à partir des ratios économiques de la maison d'édition, après, il y a le goodwill. On évalue le goodwill. Alors là, c'est au pif. Donc si la maison ne perd pas trop d'argent et qu'elle gagne, on peut faire une évaluation. Et puis on dit, comme c'est une image très forte auprès de la librairie, peut-être que ça sera plus facile qu'elle continue à vendre pendant 10 ans, 15 ans, parce que voilà son image. Et donc on va rajouter un petit chouïa d'euros pour racheter la maison. Donc voilà comment ça se passe. Donc il n'y a pas de sens exact de la valeur capitalistique, en tout cas, d'une maison d'édition. Après, tout le reste, c'est éminemment subjectif. Peut-être un petit mot pour dire simplement qu'il est curieux quand même que le mot que nous employons change de sens selon qu'il est au singulier ou au pluriel. Hein. La valeur d'une marque, la valeur d'une maison d'édition et les valeurs qu'elle porte. Et pour moi, évidemment, les deux sens doivent être corrélés. Parce que si nous considérons que la valeur d'une maison d'édition est réductible à son chiffre d'affaires, alors c'est la tyrannie absolue de la majorité la plus écrasante. Donc la plupart des petites maisons d'édition seraient des microbes sur la surface de la planète ou de ce territoire. Voilà. En revanche, lorsqu'on regarde les valeurs qui sont portées, là, parfois les hiérarchies s'inversent complètement. Complètement. Et une petite maison d'édition avec de faibles moyens peut publier de très grands textes, de grands auteurs. Et d'ailleurs, parfois, les grandes maisons viennent faire leur marché ultérieurement chez les plus petites. Hein, donc, il faut faire attention au sens de ce mot. Voilà, simplement.
Pour rebondir là-dessus, peut-être Bruno, justement, est-ce que quand on est un petit éditeur, c'est facile de construire une identité? Puis je poserai la question aux autres. Et comment on arrive? Est-ce qu'on arrive à avoir de la visibilité? Est-ce qu'on peut avoir la même que des moyens ou des gros éditeurs, ou comment on fait? Alors, j'allais dire, c'est un peu la même chose que le fait d'écrire un livre. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez un livre ou lorsque vous créez une maison d'édition, il faut se dire d'abord que personne ne vous attend. Vous faites advenir quelque chose qui n'existe pas encore. Donc c'est une création ex nihilo, sauf à reprendre un fonds, etc. Mais même dans ce cas-là, il s'agit quand même, vous l'avez bien dit, de poursuivre une identité ou de la transformer ou de la modifier. Donc toute la question, c'est de savoir comment faire advenir ce qui n'existe pas et quels moyens économiques, humains, symboliques, littéraires on va mettre dans cette aventure. Voilà. Alors pour ce qui me concerne, je suis parti d'une filiation avec les éditions Segers. Je les ai dirigées pendant près de 10 ans. Je pense que je les ai incarnées en fait. Et que dans le domaine de l'édition de poésie, le travail éditorial, c'est une incarnation, profondément. C'est la raison pour laquelle il est difficile de diriger une marque en poésie sans être soi-même à l'intérieur de cet espace littéraire. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres genres littéraires, c'est pas forcément le cas. Mais vous verrez souvent des poètes, éditeurs de poètes dans ce domaine-là, qui est assez particulier, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc pour moi, il s'agissait d'assurer au fond une forme de transition, après des années particulièrement difficiles, puisque j'ai connu le rachat, tous les rachats que vous avez évoqués, parce que je suis arrivé lorsque Jean-Marie Messier était à la tête du groupe, puis ensuite nous sommes passés dans les mains de Lagardère pendant 6 mois, puis dans celle de Jean-Marie Messier, puis ensuite celle du baron Sellière. Donc le groupe a appartenu tout simplement à la sidérurgie européenne, donc c'est un tout petit peu étrange, hein, voilà. Et puis ensuite mis en vente sur le marché mondial, racheté par Planeta. Et là, nous sommes au début de la crise en 2008. Planeta me signifie en tout cas, que les éditions Segers n'ont plus de raison d'exister dans un espace, dans un marché où les marges de la rentabilité doivent être constamment accrues. Voilà. Donc, comme il n'est pas question de déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que Segers continuera à publier des poètes et ne sortira pas un best-seller par an, par exemple, dans un autre domaine littéraire pour assurer sa survie, eh bien, on me dit, écoutez, vous partez, voilà. Ou vous restez à condition de démissionner et de travailler sans émolument. Donc, voilà. Donc, je pars, licenciement économique, ou prétendument économique, et puis je crée une maison d'édition. Alors, je dis prétendument économique parce que j'étais le seul salarié de Segers, que je coûtais peu ou prou personnellement avec les charges 60 000 € par an, et que la marque n'a jamais réalisé moins de 300 000 € net éditeur. Ce qui semble pas mal. Donc on me dit non, attendez, le modèle ne tient pas. Je crée une maison d'édition, donc complètement indépendante, avec des moyens qui au départ semblent dérisoires. Et la première année, je crois que j'ai fait 95 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Et j'ai aussitôt embauché quelqu'un. Preuve qu'avec 100 000 € de chiffre d'affaires année, on peut à peu près sortir un SMIC avec les charges. Voilà, j'entre tout de suite dans les détails, mais c'est des choses, des réalités, je crois, assez intéressantes. Et du coup, je voulais vous demander, alors c'est sans doute une question de grande naïve, mais en fait, pourquoi l'accroissement de la rentabilité est-elle inéluctable? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un chiffre d'affaires qui stagne gentiment, pourquoi il y a cette obligation à aller toujours plus loin, dans les... Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas l'obligation d'aller... le problème ne se pose pas du tout dans les mêmes termes, effectivement, selon la taille des maisons d'édition et selon qu'elles soient indépendantes ou qu'elles sont dans un groupe. Là, un grand groupe comme le Editis, Segers c'était chez Robert Laffont, qui est une filiale du groupe Editis, comme l'a découverte l'est, lui, il a des impératifs pour ses actionnaires de dire que ça doit faire 10% de taux de profit. Là, dans toutes les structures éditoriales, il y en a des dizaines dans ce grand groupe.
font pas toutes 10%, mais il y en a qui font 20%, 30%, il y en a qui font 5%, 2%. Donc après, il peut y avoir des arbitrages. Eux, leur contrainte, c'est que comme enfin, je rentre pas dans les détails, mais il faut dégager ce profit-là parce que en fait, ça a été racheté par des mécanismes de ce qu'on appelle LBO, et donc il faut pouvoir rembourser les banquiers auprès desquels on a emprunté. Donc là, voilà, il y a une exigence très très forte. Après, c'est des arbitrages qui peuvent se faire. Ils peuvent tolérer qu'une maison d'édition ne fasse que 2 ou 3% de profit de chiffre d'affaires. C'est le cas de la découverte. C'est-à-dire on est très en deçà de la rentabilité normale du groupe. Mais là, bon, effectivement, peut-être que l'effet d'image de la maison qui est assez fort, l'image est assez forte, disons que ça compense. Segers, vous avez pâti du fait que Segers, pour moi, c'était une très belle maison, très, très ancienne, magnifique, mais petite. Petite et avec une image finalement spécialisée. Donc après tout, ça disparaît, c'est pas la fin du monde, il ne va pas y avoir une émeute le lendemain matin. Hein. Donc voilà, c'était trop petit. Nous, on est un peu plus gros, donc on fait quoi, 5-6 millions de chiffre d'affaires en prix remisé. Donc ça pèse aussi au niveau là, de ce que vous disiez, au niveau du diffuseur, parce que c'est du 10 millions d'euros de chiffre d'affaires public sur lequel il y a un pourcentage qui est pris par le diffuseur. Donc là, on parle de dizaines de millions d'euros, on ne parle pas de centaines de milliers. Donc ça joue un rôle. Donc voilà, c'est un mixte qui fait... Mais sinon, pour répondre à votre question sur l'identité et modèle économique, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, il y a une variabilité de modèle économique, enfin de microéconomique, de fonctionnement d'entreprise dans le monde de l'édition qui est absolument phénoménal. Parce que ça joue à plusieurs niveaux. Ça joue déjà au niveau de la ligne éditoriale. Donc ça, c'est la question de l'identité. Mettons, en littérature, ce qu'on appelle littérature générale, les romans grand public, les essais grand public, il y a beaucoup d'éditeurs qui, jusqu'à une date récente, fonctionnaient selon le modèle économique que moi j'appelle le poker. C'est-à-dire que on va sortir 10 bouquins, on va payer des avaloirs importants, et puis il y en a peut-être 8 qui vont se planter, et puis 2 qui vont exploser, qui vont payer tout le reste. Et c'est vrai que ça a marché paradoxalement pendant assez longtemps. Dans ce modèle économique-là, il n'y a plus de fonds. Parce qu'on joue toujours la nouveauté qui va se vendre à 100 000, et quand vous vendez à 100 000, vous gagnez beaucoup d'argent. À partir du moment où vous dépassez pour un livre, quand il commence à se vendre à 7 000, 8 000, déjà, il gagne. Et alors 20 000, 30 000, 50 000, là c'est le jackpot. Là, le taux de rentabilité du livre peut atteindre des 70%, 80%, voire beaucoup plus. En revanche, il va perdre éventuellement un maximum d'argent, parce qu'il aura perdu son avaloir. Un bouquin, je ne sais pas s'il paye un avaloir à 50 000 euros, que le bouquin finit à 3 000 exemplaires, bon ben là, il perd plein d'argent. Donc il faisait de la péréquation sauvage comme ça. Okay. Vous pensez qu'il y a même des modèles mathématiques qu'on peut être mis en place alors là, je peux vous dire qu'il y a zéro mathématique là-dedans. C'est tout à fait au doigt mouillé. Ce truc a marché, c'est un copain, ben, je vais faire pareil. Le dernier roman de truc, il est bien, je vais aller le piquer chez tel éditeur. Non, il y a zéro mathématique dans ce modèle-là. Après, il y a d'autres... Donc voilà, ça c'est un modèle qui maintenant qui est rentré en crise profonde là, depuis 3-4 ans, parce que les best-sellers ne se vendent plus comme avant, et que le fait de pouvoir équilibrer les bouquins à perte par les bouquins best-sellers, ça est devenu très problématique. Et beaucoup de maisons, de grandes maisons, hein, je ne citerai pas de nom, mais vraiment dans le grand groupe, ont beaucoup souffert ces dernières années, sont mis à perdre un paquet de blé parce que ce modèle ne fonctionnait plus. Après, à l'opposé de ça, il y a d'autres modèles qui reposent à l'inverse sur le fond. Alors effectivement, prenons les éditions de Minuit qui publient 20 nouveautés par an, il doit faire 80% de son chiffre d'affaires avec le fond. Et à la limite, ils ne dépendent pas des nouveautés. À la limite, ils pourraient arrêter d'en produire, j'exagère, et la maison continuera à fonctionner parce qu'il y a du fond qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui se vend toujours très significativement. Bon, pour la découverte, par exemple, nous aussi, c'est pas les mêmes proportions, mais on fait un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires avec le fond. Ça aide considérablement. Donc l'entretien du fond, ça participe d'une image, évidemment. On n'a 1500 titres au catalogue, et maintenant nettement plus grâce à la possibilité de les ressusciter avec l'impression à la demande. Du coup, bon, ça permet de s'inscrire dans la durée et de fonctionner. Mais à l'opposé, on retrouve des chiffres équivalents chez les grands éditeurs de poche, comme le livre de poche chez Hachette ou Pocket chez Editis ou Folio chez Gallimard, où là, le fonds représente couramment aussi plus de 50%. Par hypothèse, souvent, le poche, c'est des livres de fonds. Et qui se vendent sur, là aussi, 10, 20, 30, 50, 100 ans. Et donc, vous voyez, on retrouve des ratios proches des nôtres. Donc là, pour un éditeur comme ça, lui sera à l'opposé de la stratégie du coup de poker. Et donc, mais en revanche, la différence aussi entre nous et eux, mettons, c'est que les gros éditeurs de poche, qui font des dizaines ou des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et une rentabilité est tout à fait remarquable, là, pour le coup, là, il y a des mathématiques. Parce que
il résonne sur les grandes masses, c'est incroyablement marketé, c'est incroyablement calculé. Mais c'est un autre métier. Voilà. Donc il y a plein de métiers d'édition et plein de modèles économiques qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous pensez aussi que la surproduction, en fait, c'est vrai qu'on est vraiment dans un marché où l'offre est très très importante par rapport à la demande. Est-ce que vous pensez que ça dynamise aussi le marché, en fait, que cette façon que finalement, en entrant dans une librairie, on a toute cette offre, on farfouille, ça donne l'envie, en fait, cette abondance de s'arrêter sur un achat. Non. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, en jeunesse, il y avait la moitié des titres qu'il y a aujourd'hui. Il y a à peu près 10 000 nouveautés par an en jeunesse aujourd'hui. Quand j'ai commencé en 2003, il y en avait à peu près 5 500. Dans le même temps, le marché de la jeunesse a stagné. C'est un des seuls qui n'est pas régressé, mais il a stagné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le même chiffre d'affaires qui est fait quasiment il y a 10 ans, avec le double de livres produits. Donc on peut pas. Et les livres produits, ça serait formidable si c'était que des beaux livres ou des livres formidables qui soient publiés. C'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a une offre gigantesque qui arrive chaque mois, chaque office chez les libraires, et que cette offre-là ne peut pas être gérée. J'ai monté une petite librairie dans le 10e arrondissement il y a 3 ans. Ça s'appelle l'Ouvre-Boîte. Parce que j'ai envie de faire une librairie, c'était à côté de mon bureau. Bon, je trouve un petit local, une copine libraire, on a monté cette librairie-là. On a 7000 références. 7000 références dans toute la librairie, c'est-à-dire avec les livres du fond, c'est-à-dire avec des livres de Segers de l'époque, avec livres du fond, on aura peut-être 2-3 000 de fond, et le reste c'est des nouveautés. Il y a 60 000 nouveautés par an en France, tous secteurs confondus, jeunesse, BD, littérature étrangère, sciences humaines, beaux livres, etc. Et nouvelles éditions. Moi, j'ai, dans une librairie de 45 mètres carrés, 7000 références avec le fond. Donc ça veut dire que quand le représentant achète, arrive avec un book dans lequel, par office, il a peut-être 1000 livres. Je ne crois pas que ce soit formidablement dynamique pour la création, etc. Non. Il n'y a plus de tri qui peut être fait. Et ce qui est paradoxal, vous parliez de 50% de chiffre d'affaires avec le fonds, Sarbacane par exemple, puisque pour revenir à la question initiale, c'est qu'en 10 ans, en étant dans un marché qui s'est durci, de plus en plus, puisque le marché s'est extrêmement durci. J'ai la plupart de mes confrères qui ont été rachetés. C'est pas le signe d'une industrie qui va bien quand les indépendants sont rachetés. Alors c'est vrai qu'en même temps, il y a toujours des indépendants qui se montent. Bon, mais en même temps, il y en a quand même beaucoup qui ont été rachetés récemment quand même. Par rapport à cette... j'ai perdu le fil, pardon. Je dis... Oui, eh bien, en 10 ans, j'ai quand même réussi à avoir aujourd'hui, cette année, on a eu les chiffres d'affaires, on a 60% de notre chiffre d'affaires chez Sarbacane qui est fait avec du fond, sur du livre qui est de la fiction, illustré, etc. Ce qui est un taux assez élevé par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, très élevé. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça, on l'a construit au jour le jour, dans la relation qu'on a avec les libraires, etc. Aujourd'hui, Sarbacane, c'est à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 7 personnes, hein. C'est la première année où on a dégagé 5 000 euros de résultats. Jusqu'à présent, on était chaque année négatif. Et ensuite aussi, ça dépend comment on évalue le stock, la valeur du stock, etc. Alors on peut le rendre plus ou moins positif ou plus ou moins négatif selon ce que l'on met dans le bilan. Mais grosso modo, je suis quasiment en perte depuis 10 ans. En ayant pourtant 60% de mon chiffre d'affaires qui est assuré par le fonds. Ayant une équipe géniale, des gens au taquet, on fait 250 salons par an. Enfin, je veux dire, c'est quand même un travail formidable, mais en même temps, c'est un travail quand on voit l'énergie qu'il faut mettre. Et ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'en librairie, en même temps, en ayant une diffusion nationale avec Flammarion, je suis au même niveau qu'Hachette, quelque part. J'ai pas les mêmes moyens, mais d'une certaine manière, dans une librairie de quartier, si un libraire a envie de mettre un bouquin Sarbacane, il peut pousser un livre Hachette et mettre le mien. Ça, c'est aussi le côté amusant du métier. Et pour juste boucler, après je vais laisser la parole à mes confrères, vous parliez tout à l'heure d'un truc très intéressant, c'est la valeur du produit. Donc, grosso modo, quand on a commencé, nos albums étaient à 14,90 €. Le bel album, 32 pages, 40 pages. Chaque album a un format chez nous, parce qu'en effet, c'est le fond qui termine la forme et pas le contraire. Donc, on a autant de livres qu'on a de formats, de papier, de pagination. C'est vraiment le contenu qui détermine ce qu'on va faire du livre. Eh bien, l'autre jour, ce week-end, j'étais avec ma femme. Elle va acheter des Ben Simon. Et elle a acheté des Ben Simon qui m'a 2 ans avant, qui était à 25 €. Cette année, c'était à 28 €, les mêmes. Moi, mon livre de 2003 est à 14,90 €. 10 ans après, il est à 15,50 €.
on voit bien qu'en effet, il y a une difficulté là-dessus, quoi. Donc on voit bien qu'on est sur des produits on ne peut pas vendre plus cher, quoi. Et alors que on est sur un produit de création, alors que la Ben Simon, qu'elle soit rouge, jaune ou bleue, c'est le même produit, quoi. Peut-être un mot à rajouter sur tout ça. Effectivement, on a les deux aspects, artisanat, industrie, et on oscille entre les deux sans cesse. Mais cette affaire de surproduction, c'est très frappant, parce que c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire que la lecture, les gros lecteurs, on sait qu'il y a de moins en moins de gros lecteurs, ce qui est un énorme problème, d'ailleurs pour les éditeurs, parce que c'est là-dessus quand même, enfin pour les éditeurs et pour tout le marché, hein, c'est quand même là-dessus que le marché vit. Il y a moins de gros lecteurs, c'est-à-dire donc c'est les gens qui lisent plus d'un livre par mois. Premier problème. Et deuxième problème, c'est vrai que dans le même temps, on voit augmenter continuellement le nombre de titres produits chaque année. Et cette augmentation, quel est le résultat? Eh bien, c'est que le tirage moyen diminue. Donc on est dans cette économie paradoxale. Alors, la seule explication, c'est effectivement ce que disait François, c'est-à-dire une économie de loterie. Tu as dit de poker, je crois. Ouais, bon, c'est pareil. Loterie. Plutôt de loterie, je crois. C'est-à-dire que c'est pas très cher de faire un livre, et dans le fond, ça vaut le coup de tenter sa chance. Parce qu'en plus, on ne sait jamais, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs quand même dans ces métiers, on ne sait jamais quelles sont les recettes du succès. Qui aurait pu penser que Piketty, même avec un super sujet, etc., allait être en tête des ventes, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, avec un gros bouquin, difficile, assez illisible quand même, dur à lire, etc. Et voilà, et ce sont ces paris-là qui font aussi la vie de l'édition. Et voilà. Mais en même temps, cette logique de loterie, ce qui est assez inquiétant, c'est que pendant longtemps, elle a servi, en tous les cas pour beaucoup d'éditeurs, à faire effectivement une péréquation. C'était Bourgois qui disait je publie Emmanuel, et puis ça me permet de publier plein de traductions difficiles qui se vendront mal, etc. Bon, bah ça se voit moins, c'est-à-dire que dans ces groupes où il y a une nécessité effectivement de faire du chiffre, du coup, chaque livre pris séparément doit trouver très vite son public, et c'est la règle, et s'il ne le trouve pas, et ben dehors. C'est vrai qu'il y a tellement de livres à promouvoir, à proposer, que si un livre ne marche pas, ben très vite on a tendance à le sortir, alors que c'est justement certains livres dans la durée qui peuvent se faire connaître. Alors est-ce que le numérique offrira une nouvelle vie? Je disais, il y a une immense variété de modèles économiques, depuis les petites structures où personne ne se paye, et il ne faut couvrir que les frais d'impression et d'impression, quoi, voilà, c'est tout, et puis éventuellement un petit peu l'auteur, jusqu'à des maisons qui, au contraire, font de la grosse cavalerie, avec des gros services marketing, avec beaucoup de salariés, etc. Et donc là, on n'a pas les mêmes coûts du tout. Et par ailleurs, il y a encore... Parce que, effectivement, par rapport à cette question de surproduction, il y a un facteur qui a joué, c'est la baisse des coûts d'entrée. Les gains de productivité qui ont été réalisés sur 30 ans, 40 ans dans les coûts des coûts de fabrication et de production d'un livre sont absolument stupéfiants. Quand on est passé du plomb à la photocomposition, puis à la PAO, comme on appelait ça, et maintenant à tous les logiciels de mise en page, puis les nouvelles techniques d'impression, je veux dire, plus tous les outils d'aide à l'édition, aussi tous les logiciels. Enfin, moi, qui ai vécu j'ai connu le plomb, et maintenant je connais les techniques contemporaines, je pense que ça coûte, peut-être, j'en sais rien, mais on a dû diviser par 3 ou 4 le coût d'un livre. Ce qui a permis de répondre à la baisse des ventes moyennes que Françoise Benamou évoquait, et ce qui a permis de faciliter l'entrée dans le secteur de nouveaux acteurs. Bon. Mais en revanche, ce qui contribue à creuser les écarts entre les types d'éditeurs et les modèles économiques d'éditeurs, entre petites, moyennes structures et grandes structures, c'est le problème des économies d'échelle, qui est un second facteur économique absolument majeur. Moi, j'ai connu ça quand on est rentré dans ce groupe à l'époque, en 98. Du jour au lendemain, mes fournisseurs m'ont coûté 25% moins cher. J'avais économisé à l'époque, sans rien faire, je crois que c'était 4 ou 5 millions de francs de l'époque. Pourquoi? Parce que le groupe dans lequel on rentrait, c'était les mêmes fournisseurs de papier, les mêmes fournisseurs les mêmes imprimeurs. J'ai pas changé mes habitudes de travail. Simplement, j'avais les tarifs groupes, comme on dit. Parce qu'eux, ils négocient pour des quantités industrielles. Au lieu d'acheter le papier par tonne ou par dizaines de tonnes, c'est par centaines de tonnes ou milliers de tonnes. Donc là, les gars, ils font un prix. Et un prix sacrément intéressant. Donc là, c'est ça qui me fait dire souvent que
pour des moyennes structures, rester indépendantes et rentables, c'est devenu quand même très, très, très difficile dans un marché qui est lui-même devenu difficile. Et que si on ne bénéficie pas de ces tarifs-là, eh ben, moi, c'est pas compliqué. Du jour au lendemain, je suis redevenu rentable. Rien que grâce à ça. Après, bon, il y a eu des bouquins qui ont marché et qui ont aidé aussi. Mais vous voyez, les différences sont absolument énormes. Et donc on voit sur longue période une polarisation de fait entre la tendance à la concentration, elle est permanente. Hein, je veux dire que des maisons moyennes, dès qu'elles prennent une taille un peu importante, elles ont vocation à se faire racheter, parce que c'est très dur pour elles de continuer à rester indépendantes. Hein, voilà. Et puis de l'autre côté, effectivement, une pléiade très grande, considérable de maisons, enfin les franges de l'oligopole dont parlait Françoise, avec plein de petites ou moyennes structures, qui souvent, où il n'y a pas de salariés, tout simplement. Et puis quelquefois des auteurs pas payés ou mal payés. Donc voilà, et ça s'accentue, cette polarisation. Merci Monsieur Gess, parce que vous avez anticipé la question. Mais moi je pense que vous avez raison jusqu'à il y a 3 ans. Je pense que ce que vous avez vécu chez Segers et ce que vivent aujourd'hui les maisons d'édition qui ont été rachetées, que je connais, et la façon dont c'est géré dans les grands groupes, mais c'est mieux ça que moi. Je pense qu'aujourd'hui, ça va dans le mur. Je pense qu'en réalité, ce modèle économique qui a été fait par une économie d'échelle, d'abord, quand j'ai dit tout à l'heure, au début, en rigolant, j'étais trop cher, j'étais le début, il y a 10 ans, 15 ans, d'une chaîne de gens qui allaient être pressurisés. Moi j'étais graphiste, bon, les premiers ça a été évidemment les imprimeurs, les photograveurs, après ça a été les directeurs artistiques, les graphistes, ensuite ça a été et aujourd'hui c'est les auteurs en réalité. Aujourd'hui je vois, moi par exemple quand j'ai commencé il y a 10 ans, quand j'étais chez Actes Sud en diffusion, on avait facilement sur un album un premier tirage à 5-6 000 exemplaires. Sur les albums en plus je trouve qu'ils étaient bien moins bons que ce que je fais aujourd'hui. Et les avaloirs étaient à peu près de l'ordre de 3 000 €. Aujourd'hui, on est sur des avaloirs qui sont de l'ordre de 3 000 €, donc ça n'a pas du tout augmenté, sur des tirages plutôt de 3 000, 3 500 exemplaires pour un premier tirage. Et ce qui est vrai pour la littérature, à savoir qu'on est dans des chaînes graphiques beaucoup plus courtes et beaucoup moins onéreuses, parce que maintenant on est sur du laser et du précollé, ça n'a rien à voir avec du livre illustré en jeunesse ou en BD, où là on est sur des coûts de production très élevés, hein, ça n'a rien à voir. Le livre illustré, le beau livre, d'ailleurs le beau livre va très mal, hein, le beau livre d'image va très mal, etc. Donc, et je pense que ce système qui a été mis en place on vitrifie le terrain par une production énorme, puis il y a livre aussi. Je pense que le travail que faisait M. Segers, ou le travail que je fais chez Sarbacane, c'est un genre de livre qui n'est pas non plus le genre de livre dominant. Donc de quel livre parle-t-on quand je fais le 15e Choupi fait pipi sur son pot, ou le 15e Petit Poney chez Milan avec la même photo que je décline? Qu'est-ce que ça veut dire faire un livre? De quel livre on parle? Donc si c'est par rapport à la surproduction, évidemment, chez Milan, ils font en documentaire le livre pour les 7-8, pour les 8-9, pour les 10-12, pour les 7-8, avec les 4-8, quasiment avec les mêmes images et la même iconographie et le même texte. Bon, à quoi ça sert, quoi? Est-ce que c'est offrir aux gens, aux libraires, aux consommateurs, une offre culturelle tellement intéressante? Je crois pas. Donc, ce problème et moi, ce qui me rend malade aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, quand je fais un contrat avec un auteur, je sais que je suis dans le mensonge avec lui en lui faisant croire qu'il va recevoir des droits l'année qui suit. Parce qu'en réalité, il y a très peu de cas où j'ai des auteurs qui ont pas un solde de tout compte quand je leur fais une avance. Et ça, c'est dramatique. Parce que, justement, dans ma librairie où il y a 7000 références, mon bouquin de mon auteur que j'ai travaillé, sur lequel je me suis donné de la peine, un artisan, etc., il est bouffé par le 15e Petit Poney de Milan. Et ça, je suis désolé, c'est un souci. Et donc, toujours est-il, malgré tout, je pense que le modèle économique dans lequel je suis moi, ou dans lequel vous êtes, vous, je pense que c'est l'avenir, de remettre le livre et le livre de réfléchi, travaillé, qui prend en compte la personne à qui on s'adresse avec respect dans l'éditorial, dans la fabrication, et que ce volume de livres pour faire 700 millions d'euros par an, 2 milliards quand c'est achète, où c'est la diffusion et la distribution de toute façon qui prend la plus grosse part du marché, est amené de toute façon à plus ou moins long terme à se casser la gueule. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ils ont des grandes difficultés, ces gros groupes, dans les hyper, dans les super, les Fnac sont en difficulté, les Virgin ont fermé, le réseau Chapitre a été en difficulté, et finalement tout le monde se replie sur la librairie de premier niveau, la fameuse librairie de premier niveau qui représente 1200 libraires, mais ces librairies-là, elles font quand même leur chiffre d'affaires pour la plupart du temps sur des gens qui aiment le livre, et pas sur le 15e bouquin du Petit Poney de Milan. Donc,
je pense que dans les années à venir, il va y avoir, on est qu'au début d'une forme de nouvelle révolution du livre, où on va être amené, où les gens sont de plus en plus exigeants, et ils ont bien raison, ils vont venir chercher dans le livre un produit rare et un produit beau, et tous les produits qui sont pour le coup des produits et pas des livres, vont disparaître, ça sera pas très grave. Oui, c'est ma position. C'est un peu ce que je me disais aussi, enfin, je voulais vous poser cette question. Finalement, quand c'est la performance financière qui est l'objectif, et on ne peut plus prendre de risques éditoriaux, en fait, tout est faussé, et à ce moment-là, on crève, non? Tout simplement. Oui, moi je peux répondre à cette question en prolongeant ce que vous venez de dire. Pour bien faire comprendre cette situation, je reviens aux années antérieures, lorsque je dirigeais les éditions Segers. En 2002, quand je signe mon contrat d'embauche, et ce sont eux qui sont venus me chercher, hein, je signe mon contrat d'embauche, on me dit on ne vous demande pas de faire gagner de l'argent. On sait que c'est impossible dans votre domaine d'activité, vous serez une danseuse du groupe, on vous demande simplement de ne pas en faire perdre. Bon, le deal est hyper honnête, hein. Et donc, avec une gestion équilibrée, c'était un modèle tout à fait viable. Quelques années plus tard, par le jeu des rachats successifs que vous avez évoqués et l'endettement du groupe, on me dit, le postulat de départ ne tient plus, on vous demande maintenant de vous aligner autant que faire se peut sur les modèles de croissance imposés par le groupe. Voilà. Donc vous devez faire gagner de l'argent. Et comme les marges dégagées étaient insuffisantes, on me met un grand placard rouge sur le front, nos futurs. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, 4 ans, 5 ans plus tard, avec la petite maison d'édition que j'ai créée, je pense faire la démonstration que ce nos futurs était une erreur. Et je vois ces grands groupes qui s'affaiblissent. Vous venez de parler du groupe Milan-Bayard. Ils étaient 1000 salariés il y a 5 ans. Ils sont 650, 700 aujourd'hui et ça va continuer à descendre. Où sont devenus les 300 salariés voilà, qui sont partis? Que sont-ils devenus? Ils sont en freelance, probablement. Voilà. Hein, voilà. Oui. Bien sûr. Voilà. En revanche, une activité comme la mienne, elle paraît extrêmement périlleuse, un peu aventureuse, elle l'est. Moi, je n'ai pas de fortune personnelle. J'ai démarré avec mes indemnités de licenciement. J'avais de quoi produire 1 an de production, les 6 premiers livres. Et depuis, chaque livre invente la suite du voyage. Bon, c'est assez formidable. En fait, je marche au bord du vide en permanence. Je marche au bord du vide, mais je danse les bras tendus vers les étoiles, quoi. C'est vraiment une aventure vraiment formidable. Et nous inventons quelque chose qui n'existait pas il y a 4 ans. Et nous donnons du travail, des emplois induits, il y a des équipes d'auteurs qui tournent. Alors les droits d'auteur sont dérisoires. Là, je viens de régler mes droits d'auteur. Je pense que le chèque le plus important que j'ai fait est autour de 1 800 €. Alors vous voyez, pour un auteur, il n'y a pas de quoi vivre bien longtemps. Mais en revanche, pour les auteurs en question, nous arrivons à leur trouver au moins entre 4 et 10 fois plus de subsides par les interventions publiques. Puisque les récitals, les rencontres d'auteurs, etc., sont des rencontres qui bien souvent sont rémunérées. Donc l'auteur auquel j'ai fait, ou à laquelle j'ai fait un chèque de 1 500 € la semaine dernière, elle a réussi à avoir, grâce au livre qu'elle a publié chez moi, entre 4 et 6 000 € de rémunération dans l'année par des interventions de toutes sortes. Voilà, ça c'est une économie. Hein. Et au fond, l'économie d'une petite maison comme la mienne, elle repose sur 3 piliers qui sont, moi j'allais dire 3 fers au feu, vous voyez, mais il vaut mieux en avoir 2 qu'un seul, hein, en général. Hein. Le premier, c'est une bonne capacité de diffusion, de distribution avec Harmonia Mundi, qui est une structure de diffusion qui marche pour la poésie 1000 fois mieux qu'Interforum, cette énorme machine de guerre qui était complètement inopérante avec Segers. J'ouvre une parenthèse en vous disant par exemple qu'il m'est arrivé d'organiser un récital avec de grandes voix de la poésie contemporaine dans une petite ville de province de 3000 habitants, dans une salle de spectacle de 600 personnes, où on faisait rentrer 600 personnes. Je savais qu'on vendrait au moins 300 bouquins.
Je demandais à Interforum d'ouvrir un compte à la Maison de la Presse parce qu'il y avait 300 livres à vendre. Et on me répondait, mais vous plaisantez, enfin, c'est n'importe quoi, on ne va pas ouvrir un compte pour vendre 300 livres. Vous avez qu'à les prendre dans une valise, puis vous vous démerderez. Donc j'arrivais avec 2 valises, je vendais ce que j'avais pu emmener, c'est-à-dire 80 bouquins en une demi-heure, et je faisais 200 mécontents qui auraient voulu acheter le livre. Je revenais avec l'argent, et puis on me disait chez Robert Laffont, attendez, non, pas d'argent dans les poches, c'est impossible. Ce que vous venez de faire, c'est vous mordez la ligne jaune, quoi. Même si vos comptes sont exacts, et on n'en doute pas, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Pas de vente directe, pas comme ça, non, c'est impensable. CQFD, restez chez vous, ne faites rien. Voilà. Alors, c'est pas comme ça que fonctionne ma maison aujourd'hui. Nous sommes présents sur une centaine de manifestations par an, certaines toutes petites. Ça va, par exemple, de la lecture en appartement au partenariat avec un très gros festival de poésie internationale. Donc une centaine d'événements au cours desquels nous faisons travailler les libraires ou nous vendons nous-mêmes lorsqu'un libraire ne peut pas être là. Et le 3e pilier de ce dispositif, c'est tout ce qui relève de la prestation de services. Rencontres, journées de formation. Ça va quasiment jusqu'à l'entrepreneuriat de spectacle. Parce que la poésie est un art vivant et que publier de beaux livres, ce n'est jamais que donner à la poésie la demi-vie de la littérature. Et dans ce domaine d'activité, la poésie a besoin d'une autre demi-vie qu'à la rencontre vivante avec un public. Et ça, personne ne le fait. Vous ne pouvez pas faire ça chez Gallimard, vous ne pouvez pas faire ça au Seuil, c'est impensable. Vous voyez ? Donc c'est un modèle économique qui s'invente au fur et à mesure. Françoise Benamou, je ne sais pas si vous voulez... Est-ce que ces petites maisons réinventent des modèles, justement? Oui, bien sûr, mais on peut même faire l'hypothèse que peut-être on va vers une polarisation avec des grands groupes d'un côté, des micro-sociétés, pardon pour l'expression, mais et très innovantes et très proches des auteurs, etc., de l'autre côté. Et c'est peut-être le milieu... si je puis dire, entre les deux, qui est plus menacé par à la fois la crise de la lecture, les nouvelles technologies, etc. Et j'avais envie aussi de rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, sur si je puis dire, sur le spectacle vivant, en fait, hein, cette espèce de croisement entre l'édition et le spectacle vivant, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit se développer beaucoup ces derniers temps. Et et c'était pas trop dans la tradition française, c'était quelque chose qui existait de longue date, par exemple en Allemagne, mais moins en France. Et moi, je me demande si c'est pas un phénomène même plus général. Par exemple, on voit dans la musique, avec la crise, l'effondrement de l'industrie musicale, un renouveau du spectacle vivant, et qui tient à beaucoup de choses, qui tient à des raisons économiques peut-être, mais aussi des raisons socio-psychologiques, c'est-à-dire comme les pratiques culturelles sont très individualisées, derrière l'ordinateur, etc. Du coup, l'envie de sortir de chez soi, aller voir un film avec des gens, donc le retour vers la salle, de spectacle, le retour vers le vivant, vers la relation interpersonnelle, c'est quelque chose de très fort. Ça peut expliquer aussi pourquoi les librairies de premier niveau, dont on avait pensé qu'elles seraient vraiment extrêmement menacées par le numérique, trouvent elles aussi une nouvelle vie, parce que justement elles offrent cela, c'est-à-dire à la fois des lectures, de la relation, du conseil, de la chair, en quelque sorte. Juste sur la question de la librairie, c'est vrai. La librairie, il faut que la librairie soit autre chose qu'une librairie. Il faut que ce soit un lieu de proximité. Nous, on fait des ateliers pour les enfants le mercredi. On fait plein de choses. On fait venir des auteurs, ils ont des dédicaces, etc. Ça devient le lieu d'un quartier où les gens se retrouvent, passent, viennent boire un verre, discuter avec la libraire, et c'est sympa. Le seul problème de la librairie aujourd'hui, quand même, de premier niveau, donc de centre-ville, c'est le prix des loyers. Et la pression que mettent les gros groupes, non pas d'édition, mais les gros groupes de type Sephora, etc., sur le prix des loyers est un vrai problème. Moi, dans le 10e où je suis, on a une petite librairie de 45 mètres carrés, on aurait le potentiel pour grossir un peu, être plus costaud en BD, plus costaud en sciences humaines, avoir plus de beaux livres, etc. Je pense qu'on aurait le public pour le faire. Et déjà, on n'arrive pas à trouver, parce qu'en fait, tous les locaux qui sont à disposition sont beaucoup trop chers. Il y a c'est les bars qui prennent la main, les bars ou les enseignes,
Et nous, déjà, on a du bol de rester sur 45 mètres carrés, d'être content. Et le loyer augmente chaque année, on prend 100 € par mois, chacun, etc. Bon, c'est un vrai problème. On est sur la librairie, sur cette librairie-là qui est plutôt rentable, hein, parce qu'on est dans Paris, parce qu'on est intramuros, on est rive gauche, on est dans un quartier de proximité, etc. Très bien. Mais on est quand même à la limite. Si le loyer devait augmenter encore un peu, on sera en difficulté. Donc la librairie, elle a quand même cette difficulté-là aujourd'hui, en centre-ville, hein, c'est la pression qu'il y a sur les loyers. Et ça, c'est quand même un problème. Je rebondis juste sur l'histoire des salons, et c'est vrai, alors nous, c'est pas du spectacle vivant, mais presque, il y a beaucoup de salons jeunesse, il y a 250 salons auxquels nous on participe, on fait participer nos auteurs, qui vont du coup passer 2-3 jours avant dans les écoles, etc., qui sont payés par la charte des auteurs, et c'est vrai que ça participe aussi, évidemment, à la rémunération des auteurs, et heureusement, et c'est vrai qu'on a en France ce réseau-là, bien sûr de la librairie indépendante, mais aussi de plein de gens, et notamment de gens qui sont, des gens qui prennent ça sur leur temps de travail, que ce soit en Bretagne, dans l'Est, dans le Nord, c'est incroyable, et qui font ce relais du livre auprès du public, et ça c'est vraiment, si ça n'existait pas, il n'y aurait pas des maisons comme moi qui existent, comme les vôtres, et il n'y aurait pas cette dynamique qui est absolument unique dans le monde, hein, que ce soit, faut voir que la création, bon, pour ce que j'en sais de mon secteur qui est la bande dessinée et la jeunesse, c'est absolument unique dans le monde, il n'y a pas dans le monde une création jeunesse et en BD aussi belle, dynamique, créative qu'en France. C'est vraiment unique, mais il faut le conserver, mais c'est fragile quand même, c'est extrêmement fragile, pour plein de raisons, le volume des livres sortis, la pression de diffusion, la pression sur les lieux de vente quand même, parce qu'il y a quand même plus de librairies qui ont fermé l'an dernier qui y ont ouvertes, malgré tout, donc c'est quand même un problème, hein, etc., etc. Il y a cet autre modèle économique aussi qui existe. Moi, je travaille dans le beau livre, et donc apparemment, ce modèle économique assez courant qui consiste à avoir financé complètement son livre à travers des partenariats. Donc, avant même qu'il sorte en librairie, il est rentabilisé parce qu'on l'a vendu au musée, on l'a vendu à des galeries. Il est déjà complètement rentabilisé. Alors, je me posais une question aussi par rapport au prix. Vous disiez, effectivement, le livre a beaucoup changé. C'est vrai que maintenant, c'est parfois plus seulement un support, mais aussi un bel objet. L'idée d'augmenter le prix n'est pas quelque chose qui est envisageable. Est-ce que le consommateur ne serait pas prêt à mettre plus cher, justement, pour cet objet qui est presque encore artisanal ? Il n'y a pas de réponse univoque à cette question, parce que ça dépend. Ça dépend des livres, ça dépend des secteurs. Les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, il faut voir l'immense diversité de l'édition entre un livre scolaire et un livre jeunesse, entre un livre de poésie et un essai grand public, entre un beau livre et du parascolaire. Bon, tout ça, c'est l'édition, tout ça, c'est des livres, mais à chaque fois, c'est différent. Donc il y en a qui ne peuvent pas supporter, dont les prix doivent être bas, sinon ils ne se vendront pas. Il y en a d'autres où effectivement l'élasticité prix, comme on dit, est faible et que peut-être ils peuvent supporter une petite augmentation. En fait, donc il n'y a pas de loi. Il n'y a absolument pas de loi et chacun sait très bien ce qu'il publie. Nous connaissons quand même nos publics, même nous ne savons pas qui exactement achète nos bouquins à chaque fois, mais quand même on a toujours des idées, parce qu'on voit les libraires, ils nous parlent, etc. Donc on sait très bien jusqu'où ne pas... Enfin, voilà, en général, les éditeurs font pas trop de conneries sur les fixations de prix, parce qu'ils connaissent leur marché, ils connaissent leur public. Mais en fait, le point peut-être clé par rapport à la nouvelle période dans laquelle nous sommes rentrés depuis quelques années, parce qu'effectivement, il y a eu un basculement assez spectaculaire qui vient d'abord de la demande de livres. C'est ce que me disent beaucoup de libraires dans toute la France, c'est quand même, ils sont assez stupéfaits de voir, alors ça a commencé il y a presque 10 ans déjà, mais là, depuis maintenant 3-4 ans, c'est extrêmement accentué, c'est une atomisation de la demande. Auparavant, effectivement, les libraires connaissaient, ils avaient des bons clients qui étaient des grands lecteurs. Françoise Benamou disait tout à l'heure que cette proportion des grands lecteurs est en voie de diminution vraiment spectaculaire. En fait, je voudrais redonner ces chiffres parce qu'il est très important de les avoir en tête pour comprendre ces évolutions actuelles. Les grands lecteurs, dans la définition canonique du ministère de la Culture, enfin du département des études, depuis 1973, qui faisaient ces enquêtes tous les 7 ans, pratiques culturelles des Français, avec les mêmes grilles, c'est les gens qui lisent plus de 25 livres par an. Okay, ils étaient 22%, et qui ont les plus de 15 ans qui lisent plus de 25 livres par an. 22% de la population française de plus de 15 ans en 1973. Aujourd'hui, on est descendu à, d'après la dernière enquête, qui sera vraiment la dernière, en 2009, parce qu'après, il n'y en aura plus, et on ne pourra plus utiliser les mêmes questions à cause du numérique qui a tout fait éclater. Même pas 11%, 10%. Et ça, c'est donc divisé de moitié en 3 petites décennies. Et ensuite,
Le deuxième chose que montrent ces enquêtes, qui est quand même aussi là, qui est très préoccupant, c'est que ça c'est les chiffres globaux qui mélangent toutes les générations. Mais en fait, les grands lecteurs, les nouvelles générations, les 15-25 ans d'aujourd'hui, c'est pas 11% de grands lecteurs, c'est la moitié. C'est-à-dire ceux-là ne sont plus grands lecteurs du tout. Et qu'aujourd'hui, le marché du livre résiste encore, même si s'érode tranquillement, parce qu'il repose très très largement sur les générations des plus de 55-60 ans qui ont contracté, parce que oui, c'est ça que j'oubliais de dire, ils ont fait la preuve aussi qui est... Moi, quand j'ai compris ça, j'étais assez stupéfait que les pratiques culturelles que vous avez quand vous avez dans votre jeunesse entre 15 et 25 ans, vous les gardez jusqu'à la fin de vos jours. Voilà. Or, ceux qui avaient 15-25 ans, les baby-boomers des années 60-70, eh ben, c'était les périodes des années 60-70, mais 68, machin, tout ça, c'était des grands lecteurs, on lisait beaucoup, etc., etc. Maintenant, ceux-là, ils sont à la retraite, ils ont le temps, et en général, ils sont relativement aisés. Donc, c'est un marché solvable de gens qui ont le temps, qui continuent à acheter pas mal de bouquins. Quand ils vont finir au cimetière, comme tout le monde, les générations d'après, la chute va être brutale. Et dans les 10-15 ans qui viennent, moi j'anticipe des évolutions extrêmement pénibles. Alors il y a des secteurs comme la jeunesse qui résistent parce que c'est les parents qui achètent pour leurs enfants, pour les plus petits en particulier. Mais oui, enfin les gamins de 10 ans, ils n'achètent pas beaucoup de livres. Oui, d'accord, mais ouais, enfin bon. Mais par exemple, maintenant il y a des études qui montrent aussi que les gamins qui lisaient beaucoup, parce que le secteur jeunesse est quand même un secteur qui reste relativement dynamique, quand ils arrivent au collège, boum, terminé. Et j'ai vu des enquêtes où des gamins disaient, enfin les jeunes collégiens disaient, on se cache pour lire, parce que c'est vraiment, sinon on est des bouffons complets, quoi, c'est pas possible. Et donc il y a une rupture des pratiques de lecture qui se fait à ce moment-là, et qui du coup n'est plus rattrapée dans la période actuelle. Donc voilà, donc tout ça pour finir, excusez-moi de cette longue digression, mais je pense que c'est intéressant, il faut en tenir compte. Et donc c'est ça qui explique ce que nous disent les libraires, c'est que les best-sellers ne se vendent plus comme avant. Là où on vendait 500 000, on vend 200 000. Là où on vendait 100 000, on vend 50 000. Parce que justement, voilà, il y a tout ces... Et puis, il y a une atomisation. En revanche, il y a des gens, ils voient tout d'un coup apparaître quelqu'un qui va acheter 10 bouquins sur un sujet. Parce que les gens continuent à acheter beaucoup et à lire des bouquins sur leur passion. Mais du coup, ça atomise complètement le marché. Et c'est ça qui explique aussi, c'est un des facteurs de la multiplication de l'offre de titres, c'est qu'il y a plein de micro-niches que chaque éditeur croit qu'il va pouvoir satisfaire, que certains y arrivent, d'autres non. Mais donc, on a un mode de fonctionnement du marché du livre et de la consommation de livres qui a complètement changé, qui change d'autant plus que maintenant, c'est ajouté à ça le livre d'occasion, qui avant était marginal, maintenant c'est 25% du marché. Donc vous imaginez. Et le marché, lui, n'a baissé que 2-3%. Donc on a des évolutions très contradictoires, très complexes, dans lesquelles chacun peut éventuellement, un éditeur ou une collection peut tirer son épingle du jeu, mais où il devient beaucoup plus difficile qu'avant de faire des considérations générales, quoi. Il n'y a plus de loi. Est-ce que ça ne rejoint pas l'atomisation finalement des canaux de vente, avec justement de plus en plus de canaux via Internet, de vente et de visibilité ou... De moins en moins de canaux, vous voulez dire? Ah bon? Il y en a de moins en moins. Attendez, là, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait vrai, c'était les grandes surfaces, les hypermarchés, je veux dire. Là, la part de ce canal-là, il s'est complètement effondré. On vend pratiquement plus de bouquins, enfin j'exagère, mais les bouquins dans les grandes surfaces, ça a disparu, c'est rayé, quoi. Les supermarchés, il n'y a plus que quelques catégories de bouquins très 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 limitées, les SAS et compagnie, qui continuent à s'y vendre. On a évoqué toute une partie des chaînes de livres, dont Virgin a disparu, chapitre, un tiers des magasins a disparu, ne sera pas sauvé, etc., etc. Donc, et effectivement, ce qui se développe de façon, c'est la vente en ligne. C'est Amazon et la Fnac pour l'essentiel, qui représentent aujourd'hui, à mon avis, pas loin de 12% du marché global. Et dans plein de secteurs, c'est 15, 20, 25, 30%. Pour une maison comme nous, c'est 22%, 23%. C'est énorme. Un livre sur 5 est vendu en ligne, alors qu'il y a 10 ans, c'était 0. Donc ça s'est bien fait au détriment de quelques-uns. Et ça s'est fait effectivement au détriment d'une partie des chaînes de librairies qui géraient mal leurs assortiments et qui en sont mortes, tout simplement. C'était le cas de Virgin et de Chapitre, qui a été vraiment, c'est un problème de gestion. Et puis, quand même, une partie des libraires de premier niveau qui souffrent quand même. Moi, je vois ceux qui s'en tirent, c'est les gros. Les Mola, les Ombres Blanches, Sorams, encore, il a des difficultés, mais les grandes librairies
qui ont des centaines de mètres carrés, voire 1000, 2000, 3000 mètres carrés de surface, ceux-là, justement, grâce à la diversité, ils arrivent à résister à Amazon. Les libraires plus spécialisés, sur des petites surfaces, etc., ils ont beaucoup plus de difficultés pour résister justement à, je parle statistiquement, hein, même s'il y en a, je n'en doute pas qu'ils peuvent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. D'ailleurs, ce que vous dites, ça va exactement dans le sens que je disais tout à l'heure sur les 3 ans qui ont vraiment changé l'édition. Et moi, je crois au contraire que justement ces gros groupes, où Hachette va aller faire ses 2,5 milliards dans 10 ans. Où va-t-il les faire? Il ne pourra pas les faire. Il les fera plus sur le livre. Mais non, mais il les fera pas. Donc ça veut dire que des maisons comme la mienne et comme la vôtre, nous, on va produire toujours le même nombre de bouquins, on fera des beaux bouquins, et les gens ils viendront dans des librairies de premier niveau acheter des bons bouquins, qui seront des beaux bouquins avec du beau papier, des belles encres, des textes, enfin, évidemment des textes d'abord, hein, des textes, et par ailleurs un bel objet. Et on pourra, en effet, pour répondre à votre question du départ, je pense que je pourrais peut-être augmenter mes prix et passer à 17,50 €, ce qui serait mieux pour moi, pour le livre et pour mes auteurs quand ils toucheront des droits. Mais je ne crois plus du tout justement à cet envahissement comme ça de je te mets n'importe quoi sur le marché et bouffe ça et t'en veux Yana. Au contraire, moi je crois que le mode de consommation des gens est en train de se modifier. Alors évidemment, pour aller chercher un bouquin de Sarbacane qu'on peut trouver à ma petite librairie, on pourra toujours le trouver sur Amazon, probablement. Mais sinon, ce qu'on va venir chercher dans la librairie, c'est le rapport au texte, le rapport à l'image, la relation avec le libraire, la confiance qu'on lui fait, et puis le livre qu'on a envie d'acheter, qui sera un livre d'exception. Et c'est pour ça que la poésie, justement, enfin, ce que vous faites, forcément, peut bien se retrouver là-dessus. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que moi, depuis le début, Sarbacane, on fait 70% de nos chiffres d'affaires, 75 ou même 80% sur le premier niveau. En Fnac, on fait 7-8% et on a 80% de retour. Donc nous, on est vraiment sur le premier niveau de la librairie, sur ces fameux 800 clients. Et même, je dirais qu'on fait même 60% de notre chiffre d'affaires sur 300 clients, en réalité. Eh bien, ce chiffre d'affaires-là, il est tenu. Parce qu'il est tenu parce qu'on travaille avec les libraires, etc. Moi, demain, je suis pris dans un gros groupe, en effet. Qu'est-ce qui va se passer? On va me demander de la rentabilité, on va me demander... Et je vais être pris dans une lessiveuse qui servira à rien. Et les gens, aujourd'hui, ils sont à la recherche de sens, ils sont à la recherche d'acheter des choses intelligentes, d'acheter des choses qui ont de la valeur. Et je pense que le modèle économique du livre va changer. Et au sein de la découverte, on peut faire un travail sur mesure et artisanal aussi quand on est intégré dans un grand groupe où les logiques sont forcément différentes. Ah non, ça n'a absolument rien changé sur le mode de fonctionnement d'être dans un groupe ou de palette. De toute façon, le boulot d'éditeur, ça reste un boulot fondamentalement d'artisan. On travaille avec des auteurs, on travaille sur des textes. Ça n'a absolument rien à changer, mais vraiment rigoureusement rien. Mais encore une fois, dans le type d'édition que je fais, moi, c'est pas... Il y a des catégories de livres qui sont industrialisables. Ça, vous avez raison de dire les tchoupis, les trucs et les machins, on peut décliner, et puis on peut essayer de dire... Ça, je suis d'accord que ce modèle-là, il est à terme condamné, parce que c'est... Non mais, ok, mais ceux-là, ils sont en train de s'effondrer, on voit bien, on a donné les quelques chiffres tout à l'heure sur Milan ou d'autres, c'est ce modèle-là, je suis d'accord, il est mort. Il est condamné, il va être réduit à pas grand-chose. Après, le modèle de l'édition artisanale, entre guillemets, c'était le travail des textes, que ce soit de la poésie, que ce soit de la jeunesse, ou que ce soit des sciences humaines, je veux dire, c'est toujours... Là, pour le coup, il y a des points communs sur le mode de rapport au texte, à l'auteur, etc., etc. Ça, en effet, moi, je crois que ça restera, même si l'environnement va considérablement changer. Mais quand même, on est obligé de faire avec... Quand je veux dire, l'histoire d'Amazon, malgré tout, moi, je fais tout pour ne... Enfin, je ne fais rien plus exactement pour que nos bouquins se vendent sur Amazon. Je n'ai rien fait. Strictement rien. Et au contraire, on fait beaucoup de choses pour essayer qu'ils se vendent chez les libraires. On les aide, on leur donne des points pour qu'ils vendent le fond. On fait des animations, on envoie des auteurs, etc. Et malgré ça, la part a augmenté dans les proportions que j'ai indiquées. Donc ça devient... Quand même, c'est cet environnement-là qui est extrêmement pénible. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur de tout. En tout cas, pour le type de bouquins que nous publions, voire des tueurs comme Amazon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est des requins, ils en ont absolument rien à foutre des bouquins, ils sont prêts à égorger père et mère. Enfin, c'est absolument impressionnant de voir la violence de cette boîte. C'est une violence inouïe, enfin, à tous les niveaux. Eh bien, on va être dans les mains de ces gars-là. Si l'alternative, c'est l'édition de luxe pour les Happy Few, et puis le reste qui, finalement, l'édition de masse, elle va crever, et puis entre les deux, qu'est-ce qui va rester? Vraiment, c'est pour ça que moi, voilà, c'est une vraie question. C'est pour ça que moi, je fais partie depuis toujours de ceux qui disent qu'il faut se battre, et se battre collectivement.
les éditeurs entre eux et les éditeurs avec les libraires pour pouvoir résister à ces trucs-là. Mais c'est pas fastoche. Hein. Un grand poète du XXe siècle disait que la main des tueurs finit toujours par pourrir. Et on voit déjà des signes très avancés de ce pourrissement, s'agissant d'Amazon et même de la FNAC. La FNAC vend aujourd'hui des cafetières. Ben moi, depuis que la FNAC vend des cafetières, j'ai moins envie d'aller acheter des livres de la découverte ou de Sarbacane. Hein, franchement, beaucoup moins. Oui, à la FNAC. Hein. Amazon se met à vendre des vêtements, des chaussures, demain des savonnettes. Et je pense que chacun se rend bien compte qu'un livre fait à peu près le poids d'une savonnette, mais c'est pas tout à fait la même, valeur. Quoi. Là, vous avez raison, c'est que ça renvoie à la citoyenneté des gens. Il faut savoir ce qu'on veut, quelle société on veut construire. Parce que si on veut construire une société différente, à ce moment-là, en effet, on va pas dans la FNAC, on attend que le libraire ait le bouquin, on va moins souvent sur Amazon, etc. Donc ça veut dire aussi que c'est individuellement chacun, nous avons la réponse. C'est nous qui portons en nous la réponse. C'est quelle société on veut de demain, quel type, parce qu'en effet, quand Hachette, il fait 2,5 milliards. En France, il est surpuissant. Mais quand en ce moment, il s'affronte à Amazon sur le marché américain, Amazon, c'est 60 milliards d'euros, eux, c'est le poussé, quoi. Hein. C'est rigolo, parce que d'un seul coup, Hachette devient le petit poussé face à Amazon. Donc c'est vrai que le livre, pour Amazon, c'est pas énorme hein, dans le chiffre d'affaires, finalement. Donc, en réalité, moi, ça renvoie aussi à la responsabilité individuelle de chacun, finalement, et de se dire... qu'est-ce que je suis prêt à mettre sur le prix d'un livre, en effet, parce que moi, quand je vends 14,90 €, je vous assure que c'est pas beaucoup pour un livre, alors que le moindre plat du jour, c'est 14 €, dégueulasse, pas bon, et tout ça. Bon, quand on me dit c'est cher en livre, je dis, ben non, le plat du jour, c'est 14 €, et avec ça, t'as même pas un café, quoi. Bon, non. Et puis, c'est un livre, voilà. Donc, ça veut dire que chacun, on peut aussi actionner, ne pas aller systématiquement en FNAC, y compris pour acheter autre chose, et aller dans sa librairie, etc. Voilà, c'est une façon de se positionner, parce que finalement, il n'y a qu'une chose qui fera bouger les lignes, hein, c'est la façon dont les gens vont consommer, quoi, et la façon dont ils vont se positionner par rapport à ça. Je suis d'accord, mais sauf que quand effectivement, parfois le consommateur a voulu, sur d'autres secteurs, boycotter des entreprises, comme il y a des concentrations tellement importantes, on s'aperçoit que finalement, au bout du compte, on boycotte pas vraiment l'entreprise parce qu'elle est rattachée, on a acheté tel autre produit de telle autre marque, mais finalement c'est toujours le même groupe, puis tel autre produit, c'est encore le même groupe, alors finalement... c'est difficile aussi pour le consommateur peut-être, ou le lecteur-acheteur, de s'y retrouver aussi dans cet univers. Oui. Non, je voulais revenir sur Amazon un instant. Il y a 2 ans, notre diffuseur nous a envoyé un message venant d'Amazon nous disant que nous devions désormais choisir entre 2 options dans le mode de commercialisation de nos livres. L'option standard, qui prévalait jusqu'alors, et puis l'option nommée Avantage. Et l'option Avantage était financièrement plus intéressante pour nous, et Amazon prenait en stock tous nos livres, c'est-à-dire tous les titres, sans discrimination, en quantité importante, enfin, en quantité relativement importante. Donc, il fallait cocher une case ou l'autre. Donc, moi j'ai refusé de cocher la case Avantage, mais j'ai quand même appelé la personne qui dirige la structure de diffusion et de distribution en lui disant est-ce que j'ai raison de faire ça? Et elle m'a répondu ah mais si tout le monde faisait comme toi, il y a des libraires qui il y a moins de libraires qui disparaîtraient dans les années à venir. C'est évident. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai vu les mesures de rétorsion. J'ai des auteurs, par exemple en Océanie, en Nouvelle-Calédonie, donc dont les livres sont, il y a des stocks suffisants, les livres ne sont pas épuisés. Eh bien, les auteurs m'appelaient en me disant, dis donc, je suis très très inquiet, ça fait 2 personnes qui viennent de me dire qu'elles ont voulu commander le livre sur Internet, sans préciser s'il s'agissait d'Amazon ou non, et on leur a répondu que le livre était épuisé, manquant chez l'éditeur. Bon, la première fois, ça m'a paru bizarre, et la deuxième fois, j'ai compris qu'en effet, on faisait pression sur nous, éditeurs, pour passer à la formule Avantage, voilà. Ben, ça, c'est tout simplement un acte effectivement, de résistance citoyenne. Et si nous sommes nombreux à agir de cette manière-là, nous freinons l'érosion de ces parts de marché. Ça me semble évident. Oui, enfin, moi j'aimerais vous suivre, mais sur l'acte de résistance, je crois qu'il y a aussi peut-être une réflexion à conduire sur le service Amazon, le service qu'il rend, et se dire comment on peut proposer des alternatives qui ne soient pas évidemment de même nature, parce que c'est pas le sujet, mais
qui soit valable. Amazon, c'est quoi? C'est quand même un fonds considérable. Vous êtes dans n'importe quel patelin où il n'y a pas de librairie, vous pouvez recevoir vos livres. Donc, il faut prendre ça en compte aussi, hein. Tout le monde n'est pas parisien. Et puis, c'est un moteur de recommandation sur lequel on peut faire beaucoup de critiques parce qu'il est bidouillé, etc. Et en même temps, qui rend parfois des services en pointant du doigt des livres, etc. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut absolument... Vous pouvez préciser ça? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner 2 exemples. Un contre-exemple, c'est-à-dire c'est évident qu'il va vous amener de manière non neutre sur tel ou tel livre. Et en même temps, moi, par exemple, le dernier livre que j'ai publié à la Découverte, c'est un livre sur l'économie du patrimoine, sur lequel je faisais une espèce de survey sur tout ce qui s'est écrit en la matière sur l'économie du patrimoine. Et c'est vrai qu'Amazon a repéré que j'avais acheté des bouquins américains que peu de gens achètent probablement sur l'économie du patrimoine un petit peu vieux que je ne trouvais pas ailleurs. Et ils m'ont j'ai reçu des alertes sur des livres, non pas récents, hein, plutôt de fond, sur le patrimoine qui m'ont servi. Donc voilà, il y a quand même une efficacité. C'est pas un hasard que ce soit des géants de ce type-là. Et donc je crois que la réflexion, je vais dans le sens de ce que disait François, il faut absolument que la réflexion interprofessionnelle française et peut-être aussi européenne, etc., construisent des contre-modèles. Parce que sinon, vous avez la force de ces géants qui, en plus, peuvent bénéficier d'économies d'échelle infinies. C'est-à-dire, plus ils vendent de livres et plus, plus c'est rentable, etc. Donc, il faut absolument réfléchir à ces contre-modèles qui peuvent être attendus et qui ne sont pas seulement celui du petit libraire ou du moyen ou du gros, très efficace, qui rend service, etc. Et donc je crois, moi je crois beaucoup en la réflexion interprofessionnelle. La vraie alternative, c'est qu'il y a une offre en ligne qui vienne de la librairie indépendante. Et cette offre en ligne, alors il y a eu la tentative de 1001libraire.com qui a lamentablement échoué, parce que j'ai suivi le dossier de près, donc je le connais très bien, parce que ça a été mal pensé, je dirais, par le groupe de libraires qui a, au niveau technique, parce que c'est pas si simple que ça de faire convenablement de la vente en ligne qui marche. Donc ça a été un échec, mais à côté de ça, il y en a plein qui ne sont pas des échecs. Hein. Il y a la librairie.fr ici à Paris, il y a l'Ombre Blanche à Toulouse, il y a De Citre à Lyon, il y a Mola, il y a Sorams, qui offrent des services finalement. Allez sur le site d'Ombre Blanche, vous verrez, les services sont très comparables à ceux proposés par Amazon. La qualité de service est tout aussi comparable. Je veux dire, moi c'est là que je commande mes bouquins, même si c'est à Toulouse, et ils arrivent en 48 heures, c'est absolument impeccable, c'est nickel. Donc en fait c'est ça, il faut plutôt faire de la propagande. Non pas, parce que si vous dites aux gens d'aller chez leur libraire alors qu'ils ont perdu l'habitude d'y aller, pour les plus vieux en tout cas, vous ne les ferez pas changer. En revanche, vous pouvez leur dire, au lieu d'acheter chez Amazon, achète là, chez tel revendeur en ligne qui est un libraire indépendant, et voilà. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a une... Effectivement, quand je parlais de l'interprofession, de la propagande de la contre-propagande qu'il faut faire, voilà, les solutions, elles existent. Hein, il y a heureusement des libraires qui se battent. Moi, le cas n'est pas désespéré, mais les menaces sont fortes et nous avons toujours devant nous le modèle américain, l'anti-modèle américain, qui nous montre jusqu'où, et surtout britannique. Le pire de tout, c'est l'Angleterre. Alors là, c'est atroce pour le livre, atroce. Ils ont abandonné le prix unique du livre. Toute la librairie indépendante est tombée. Toute la grande librairie, les grandes chaînes de librairies sont tombées dans des mains de fonds capitalistes. Hein, oui, mais surtout la librairie, on peut dire, est morte, quoi. Et ça favorise effectivement les bouquins de merde. Enfin, bon, voilà, c'est la catastrophe. Donc, il faut se battre pour le prix unique, il faut se battre pour le prix unique du livre numérique, il faut se battre pour voilà, toute une série de choses qui font que si on met il faut se battre pour que Amazon paye ses impôts. Voilà, tout simplement. Ils nous escroquent, ils escroquent les contribuables français, etc. Bon, bref. Donc, mais ces combats peuvent être gagnés. Hein, sur le prix unique du livre numérique, on s'est battu, il y avait des gens qui étaient contre nous, on l'a eu. La loi est passée, etc., etc. Donc, le pire n'est jamais sûr. Alors, on va bientôt, si on veut, il faut qu'on tienne un petit peu le temps, donc on va vous passer la parole, peut-être la parole publique. Moi, je me pose quand même la question si le contre-modèle, il n'existe pas déjà, et c'est pas l'action culturelle aussi que vous menez au quotidien, dans les écoles, dans les manifestations, et qu'il n'est pas uniquement un contre-modèle de vente en ligne, mais aussi
de vente en direct et de faire connaître directement les catalogues. Mais certainement, on aura d'autres questions dans le public. Bonjour. Vous parliez du prix, le coût de fabrication d'un livre. C'est combien exactement, selon qu'on est indépendant et selon qu'on appartient à un grand groupe? C'est difficile de répondre à ça, parce que le prix d'un livre, ça dépend de ce qu'il est. C'est pas pareil s'il a 100 pages et s'il a 600, c'est pas pareil s'il y a 3 millions de signes, 200 000, c'est pas pareil s'il est illustré ou pas. Je disais simplement, et ça c'était il y a plus de 15 ans, que sur les coûts, disons que les frais, il y a 3 catégories de frais pour fabriquer un bouquin. Il y a ce qu'on appelle les frais fixes. Enfin, il y a 2 catégories, les frais fixes et les frais variables. Les frais fixes, c'est le pré-presse, la mise en page, la photogravure, etc., jusqu'au bon à imprimer, n'est-ce pas? Et après, les frais variables, puisque ça dépend du tirage, c'est le papier et l'impression, d'accord? Sur les frais fixes, tout le monde est logé plus ou moins à la même enseigne. Il peut y avoir des différences entre les acheteurs, les maisons d'édition de grands groupes et les maisons d'édition indépendantes, mais l'un dans l'autre, finalement, ça revient au même, parce que même éventuellement, pas mal d'éditeurs, et même surtout des petits éditeurs, utilisent ces outils comme InDesign ou autres. C'est pas si compliqué que ça. Et du coup, ça coûte vraiment pas cher du tout, et ça fait du travail de parfaite qualité. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de différence. La différence se fait sur l'impression et le papier. Voilà, de façon très très nette. Là, quand vous recourez à le papier, comme je disais, quand on achète... donc la différence, ça peut être de 25%. On paye 25% de moins si j'achète mon papier quand je suis indépendant, quand je suis dans un groupe, que si j'achète le même papier, j'ai le même papetier si je suis indépendant. Et pareil, grosso modo, pareil pour l'impression. Étant entendu qu'il y a aussi 1001 techniques d'impression, que les choses changent, et que tout ça est en train de... Sur l'impression, et même, cela dit, tout ça est en train de changer, c'est quand j'y pense. Donc ça, c'était la réalité depuis, on peut dire, 30 ans, au moins. Évidemment que ça dépend des livres. Il y a une grosse différence entre le livre quadri illustré et oui, tout à fait. Tout à fait. Deux mondes de fabrication différents. Et ce qui est vrai que les grands gains qu'on peut avoir sur le roman, puisque j'en fais aussi sur le noir, avec une couverture souple cartonnée de 200 grammes et un livre illustré de 40 pages avec une couverture carton, tout quadri, de l'offset, et selon chaque livre on a un format différent, un papier différent, ça peut être du coucher, de l'offset, 170 grammes, 150 grammes, comme ça. Bon, ça veut dire que moi sur chaque livre, en fait, j'appelle mon imprimeur, je lui demande un prix au livre, etc. Je fais pas d'achat papier comme vous disiez, c'est-à-dire que les gros groupes, en effet, c'est normal, ils achètent des énormes quantités de papier au papetier qui vont livrer chez l'imprimeur, et l'imprimeur imprime pour eux mais n'achète pas le papier. Moi, j'achète le papier à mon imprimeur. Donc ça veut dire que moi, je paye beaucoup plus cher forcément ma production. Et que c'est un effet de l'ordre probablement de 20 ou 25%. L'école des loisirs, pareil. Il y a aussi un truc, c'est que l'école des loisirs, maintenant ça a un peu changé parce qu'ils ont été poussés par la jeune génération d'éditeurs qui sont arrivés, mais pendant des années, ils ont fait des bouquins de 32 pages, ils avaient 2 formats. Donc ça veut dire qu'ils achetaient, y compris pour l'illustrer, ils avaient 2 types de papier, 2 types de formats, et donc ils baissaient les coûts fortement. Donc forcément, il y a une grande différence, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imprimer, moi je fais sur des romans, je fais des réimpressions à 500 exemplaires. Il y a encore 3 ans, c'était pas possible. Et je fais des réimpressions, c'est du numérique, et c'est aussi propre que de l'offset. Bon, mais ça c'est nouveau. Mais c'est vraiment intéressant, en effet, sur le roman, sur l'illustré, le beau livre, etc. C'est quand même comment différent. Enfin, le beau livre, hein. Il y a des très beaux romans en fabrication, mais... Alors moi je vais faire entendre une voix un tout petit peu différente, puisque je peux comparer le travail que je faisais avant dans un groupe et le travail que je fais maintenant. Pour un même livre, je veux dire même pagination, même auteur, puisque il y a des auteurs que je publie aujourd'hui, que je publiais hier chez Segers. Par exemple, sur le domaine de la couverture, était appliqué un forfait de 700 € par couverture réalisé par le studio des éditions Robert Laffont. 700 €. Donc lorsque je voulais faire baisser mes coûts, j'ai effectivement constaté que j'avais cela, ces 700 € sur le compte d'exploitation. À quoi est-ce que cela correspondait? Je ne savais pas exactement. J'avais souvent une couleur Pantone à choisir, et puis un titre qui était fait en 5 minutes. Voilà. Aujourd'hui, je travaille avec un studio indépendant, donc ce n'est pas un travail qui est fait dans la maison d'édition, donc un studio que je dois payer. Et une couverture avec 4 couleurs Pantone et un vrai travail me coûte 110 € hors taxe. Voilà. Et pour 110 € hors taxe, il m'arrive de demander entre 12 et 15 couvertures différentes au graphiste.
Non, parce que je travaille exclusivement avec lui, et donc toutes les couvertures, il les fait, et le travail, et les pages intérieures, donc... Non, ça d'ailleurs, c'est pas moi qui ai fixé ce tarif, donc... Et le coût de la diffusion est-il différent aussi selon que l'on... Le coût de la diffusion est-il différent selon... Certainement, extrêmement différent. Je connais, c'est des éditeurs qui étaient diffusés par Hachette. Il y a beaucoup de contrats de diffusion très différents, mais il y a certains distributeurs qui taxent les allers et les retours. Il y en a qui taxent que les allers. Enfin, c'est très variable. Mais donc, ça peut varier, je peux vous dire, les frais ce qui revient à l'éditeur, ça peut être 50%, ça peut être seulement 35%. Là, quand vous avez plus que... Vous laissez 65% au distributeur qui, lui, va donner, mettons, 36% au libraire, et il va se garder la différence. Il va s'en mettre plein les poches. Si vous touchez que 35% du prix public d'un livre, vous êtes mort. Mais souvent, quand vous êtes trop petit, vous ne pouvez pas négocier. Quand vous êtes un peu plus gros, vous pouvez négocier. Voilà. Donc c'est énorme. Vous vous rendez compte entre 50 et 65 la différence? Oui. Non, mais juste sur la diffusion, juste en fait, grosso modo, c'est 50-50 entre le diffuseur distribution et l'éditeur. Après, selon ce que vous pesez, vous pouvez gagner 1 point, 51, il y a 49, 52, 53, etc. Moi, quand je suis parti de chez Actes Sud pour aller chez Flammarion, évidemment, j'ai négocié. Et puis j'ai dit à Flammarion, je vais partir, si vous n'êtes pas gentil avec moi, ils m'ont redonné 1 point, etc. Bon. Donc du coup, on peut comme ça à la marge. Mais par contre, ce qui est vrai, au-delà du taux, qui est le taux fixe qu'on a défini pour... Alors évidemment, quand vous dites, moi je voudrais 1 point de plus, d'accord, mais je te signe un contrat de 3 ans, au bout de 5 ans, donc, et aussi la durée. En revanche, ce qui est vrai, ce qui est caché, que nous, souvent, on passe parce que les éditeurs, on n'a pas de service juridique, service financier, etc., c'est un effet sur tous les frais afférents au stock, qui augmente, qui devient payant au bout d'un an, les frais de retour ou pas, la frais de réintégration. Un bouquin tout simple, vous avez un bouquin, il n'est pas vendu, il est retourné par le libraire. Il arrive sur le tarmac de Flammarion. Là, on me dit, monsieur Lavabre, on a tous vos livres là dans une énorme benne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les réintègre ou pas? Je dis, oui, mais moi, dans ce qu'il y a qu'une partie qui m'intéresse. Ah oui, mais il faut tous les trier. Bon, très bien. Donc, on les trie tous. Ceux qui partent au pilon, c'est gratuit, heureusement, parce que le papier est quand même réutilisé ailleurs. Mais en revanche, pour prendre le bouquin, le regarder s'il n'est pas abîmé, un coup de nénette et réintégration en stock, grosso modo, ça me coûte 1,50 € par livre. Donc, forcément, si le livre il vaut 10 €, par exemple, prix de vente 10 €, que déjà, moi, j'ai que 50% du prix du livre que je vends. C'est-à-dire que moi, si je vends ce livre-là en librairie un jour, je vais toucher que 5 €. Avec la fabrication qui m'a coûté, un livre illustré, c'est à peu près 10% du prix de vente du livre. Pour un album à 14,90 €, grosso modo, la fabrication d'imprimeur, c'est 1,40 €, 1,50 €, 1,60 €. C'est assez cher par rapport au roman. Le roman, chez Gallimard, un beau roman, c'est 22 € à fabriquer. Chez un imprimeur, c'est 1,10 €, 1,20 €. Je veux dire, le ratio n'est pas du tout le même. Eh bien, sur ce truc-là, 10 €, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dire, mais non, c'est pas possible, parce que si je le réintègre, ça me coûte 1,50 €. Ils vont me faire payer du stock, ça va me coûter 50 centimes d'euros par an, pour peut-être qu'un libraire va le recommander. Qu'est-ce que je fais si je suis dans un groupe? Je pilonne. Tous mes confrères aujourd'hui pilonnent tous les livres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je suis un des seuls en jeunesse, je parle pour la jeunesse, je suis un des seuls à réintégrer en stock mes bouquins, avec ce que ça me coûte derrière. Parce que la plupart de mes confrères, ils pilonnent. C'est-à-dire qu'un bouquin, il y a un tirage de 4000, 2000 partent 3000 partent en mise en vente chez le libraire en retourne 1000, les 1000 qui sont retournés vont directement au stock. Au bout d'un an, si le stock de 1000 qui reste n'est pas vendu, on pilonne, terminé. Au bout d'un an, l'auteur, il n'a plus de bouquin, il n'existe déjà plus. Ça, c'est la réalité du livre et c'est la réalité des coûts. Donc, il y a des grosses différences, en fait, de traitement. Et le pourcentage, en fait, il est à hauteur variable. En réalité, il y a un fixe qui est déterminé. Mais selon la façon dont vous gérez la vie de votre livre, vous pouvez... c'est tout un autre monde qui existe, de financier, je veux dire. Oui. Quelle raison vous voyez à un éditeur de taille moyenne, aujourd'hui, d'être optimiste? Parce qu'à vous écouter, il vaut mieux être très gros ou petit. Quel avenir pour des éditeurs de taille moyenne qui sont quand même le cœur, je dirais, de pas mal de choses dans ce pays, des entreprises autour de moins de 10 salariés, avec des créations quand même entre 25 et 70, 75 nouveautés par an. Moi, c'est ma maison. Et moi, j'ai... Vos raisons d'être optimiste aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je suis optimiste. C'est les raisons que j'ai dit tout à l'heure, comme je suis optimiste pour mon confrère là-bas, qui d'ailleurs s'en sort très bien, c'est que Small is Beautiful. Après, je vais quand même
revenir sur quelque chose par rapport à monsieur François Guez. Je veux dire par là, c'est que ce qui est très important pour moi, c'est que je me suis jamais positionné en disant les gros c'est des cochons, c'est des vilains, les petits c'est joli. Je veux dire par là que le travail d'éditeur, de la personne qui fait le livre, je pense même que les gens qui dans des gros groupes arrivent à faire du bon boulot, ils sont très méritoires. Ils ont beaucoup de mérite à arriver à le faire. Donc je fais bien la différence entre un process économique, une machine qui est mise en route et dans laquelle peuvent être broyés des gens de qualité, comme M. Segers, et par ailleurs des petits éditeurs qui peuvent faire un travail d'édition dégueulasse. De façon que, donc il faut être clair là-dessus. On peut être un petit éditeur indépendant et faire vendre des bouquins pourris. Et on peut être dans une grande maison et faire de très beaux bouquins. Non mais je le dis quand même parce que c'est important. Pour 10 ans, vous disiez, que j'ai mal compris, c'est la première année où vous gagnez 5 000 € de marge. C'est ça ? Oui, c'est-à-dire que... Expliquez-moi comment on fait. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai développé pendant 15 ans une autre activité où j'ai mis des sous de côté et où j'ai été mon propre banquier pendant 10 ans. Et aujourd'hui, au bout de, ça fait même 2-3 ans maintenant qu'on est à peu près à l'équilibre, on a fini par arriver à l'équilibre, mais si je devais rembourser la somme que j'ai mis, je vais vous le dire, j'ai mis 450 000 €, c'est facile, hein. Donc j'ai mis 450 000 €, si je devais rembourser à un banquier ou à quelqu'un d'autre ces 450 000 €, eh bien on me foutrait dehors et ça serait fini. Et on me dirait, comme monsieur chez Segers, vous barrez, parce que vous êtes incapable en 10 ans de dégager le moindre résultat. Bon, et je fais bien la différence, et je boucle là-dessus, que vous avez dit au début, qui était très bien, sur les valeurs. Donc moi, je suis pas dans un enrichissement personnel, en revanche, je fais vivre une équipe, je fais un métier que j'aime, et j'espère pouvoir le continuer, et j'ai bon espoir de pouvoir le continuer. Voilà, après on est, comme vous dites, on est vraiment tout le temps sur le fil, mais ce fil-là, je préfère le vivre tel que je le vis là, plutôt que dans une maison où je serais assujetti à des forces qui ne seraient pas dans mes valeurs. Voilà, donc c'est faisable, mais aujourd'hui, démarrer en tout cas sur le livre illustré, pour ce que je connaisse en BD ou en jeunesse, démarrer scratch sans moyens, c'est pas possible. Au bout de 2-3 ans, vous êtes racheté. La preuve année, ma confrère de chez Helium, qui a eu mis 2 ans pour se faire racheter. Thierry Magnier, 7 ans, racheté. Et moi, j'ai pu le faire en mettant un catalogue comme eux de qualité, etc. Mais parce que je suis allé comme un paysan, pierre à pierre, step by step, en ne me payant pas, en m'appuyant sur des fonds que moi j'avais mis. J'ai plutôt monté une maison d'édition qu'acheté une maison de campagne. C'est un choix, mais c'est un choix. Je veux dire, c'est une réalité. Et j'ai été contacté par plein de grosses maisons pour être racheté. Et j'ai dit non parce que c'était pas un modèle pour moi. Et je connais la valeur qu'on m'a proposée. Et je pouvais m'acheter une maison de campagne pour le coup. Mais en gros, ils me rachetaient au bout de 10 ans ce que j'avais mis en fonds propres. Formidable. Hein. Puis de toute façon, j'avais pas envie d'y aller, mais ça m'a intéressé de discuter pour voir justement. Donc en réalité, en tout cas, par contre, si vous faites de la poésie non illustrée, que vous êtes vous-même à la création, tout est faisable. On peut, mais sur le livre vraiment illustré, pour exister sur un marché qui est très dur, etc., avec des confrères forts, puissants, etc., il faut quand même avoir des fonds. C'est difficile de démarrer comme ça. Après, maintenant, on est sur, au bout de 10 ans, avec une audition moyenne, hein, petite moyenne, on est sur un palier qui fait qu'avec 60% du chiffre d'affaires qui est généré par le fonds, on s'est bagarré là-dessus, on a un peu de quoi voir venir. Mais ça veut dire mais ça veut dire que là j'ai refait un point avec mes salariés, je leur ai dit il faut qu'on reparte sur un nouveau projet, qu'on se redynamise, etc. Le problème que j'ai sur une petite maison comme ça, au bout de 10 ans, c'est j'ai des gens qui sont venus avec moi, qui étaient tout jeunes, qui ont aujourd'hui 35 ans, qui veulent acheter une maison, qui ont des enfants, etc. Comment je les accompagne dans leur projet à eux? Comment, à l'intérieur de ma maison, je vais pouvoir accompagner le projet de ces gens-là aussi, de garder, parce que moi, comme je vous disais au début, je suis vraiment dans un travail d'équipe. Enfin, moi, j'ai pas appelé ma maison Frédéric Lavabre, je l'ai appelé Sarbacane, c'est pas indexé sur mon nom. Moi, je suis sur le collectif. Et donc, comment je fais avec ces gens-là, après 10 ans où on a fait des salons, on a été notre bagnole, on sort les cartons, etc. Comment je vais continuer? Et ça, pour moi, c'est la vraie question, elle est là. C'est comment durer la pérennité d'une maison et d'une entreprise, quelle qu'elle soit. C'est ça qui est beau, moi, je trouve. C'est pas tellement de dire on va développer, parce que les grandes maisons, donc ça à la bouche, on va développer. On va vous acheter pour développer. Ah bon, et pour développer quoi? Pour développer rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité. Mais en revanche, la question de la pérennité, c'est une vraie question. Démarrer, il faut quand même de l'argent, selon ce que vous faites. Les avaloirs en BD sont encore plus élevés qu'en jeunesse, par exemple. Donc voilà, etc., etc. Mais bon, c'est faisable. Tout est toujours faisable, heureusement.